Bienvenue sur cette édition donc, de bonne année pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue sur cette édition du 20h. Qu'est-ce qui se passe donc avec Gilbert Baolan, qui est donc le fils aîné de Monsieur Biya? Il faudrait donc retenir que, écoutons, qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anemi. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Nous sommes donc déjà au studio avec le fils aîné de monsieur Biya. L'un des analystes nous a donc rejoint depuis ce petit matin. Pour ceux qui ne le connaissent donc pas, bienvenue sur cette édition spéciale du 20h. Qu'est-ce qui va donc se passer avec Gilbert Baolan, qui est donc le fils aîné de monsieur Biya? Il faut donc retenir que ce jour, il a donc demandé l'appel au peuple camerounais de soutenir la candidature de monsieur Biya pour qu'il puisse donc briguer un 8e mandat. Qu'est-ce qui va donc se passer avec Kamto Maurice, qui a donc intervenu en disant que il n'est donc pas compétent de valider une nouvelle candidature présidentielle de 2025. Alors, mes amis, qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique si vous nous écoutez donc très bien? Qu'est-ce qui se passera au Burkina Faso? Qu'est-ce qui se passera avec l'armée qui a donc craqué les séparatistes? Pour ceux qui ne le connaissent donc pas, nous sommes donc du côté donc du Cameroun. Nous avons donc eu cette information depuis notre centre de production ici donc au Burkina Faso. Dans ce studio, j'invite donc rapidement l'un des analystes qui va donc nous décrypter cette triste nouvelle qui vient donc de nous parvenir par madame Biya, qui a donc demandé à son mari d'aller donc se reposer. Alors, docteur nous pose donc la question, c'est quel genre de repos il s'agit? Est-ce qu'il s'agit donc du repos éternel? Est-ce qu'il s'agit d'un simple repos? Alors, pour la sécurité du régional qui a donc mis main sur que les populations donc de l'extrême nord qui ont donc semé tout un trouble et qui ont même détruit donc les édifices publics de monsieur Biya, ils ont donc commencé donc, pour ceux qui ne le connaissent donc pas, à saccager tous les effigies de monsieur le président. Ils ont même détruit même les hôpitaux. Mes amis, j'ai dit du côté de l'extrême nord, donc c'est très chaud, c'est gâté. L'armée du BI, pour ceux qui le connaissent donc pas, a frappé fort du côté donc du Nozo pour donc arrêter les séparatistes ambazoniens qui sont donc venus nombreux attaquer donc les civils. Alors, ils le font donc pourquoi? C'est pour ce 10 février, lors du discours de monsieur Biya, qui est donc en train de s'agresser à la nation. Ils ne veulent donc plus que monsieur Biya puisse donc se représenter. C'est ce qui crée donc tout un désordre, mes amis. Vous savez donc que le jour où monsieur Biya pourra donc désister ouvertement en appelant toutes ces caméras de télé de la CITV, en annonçant que il n'est donc plus candidat, sera donc un rêve, un étonnement. Alors, nous avons donc enregistré dans cette armée camerounaise a donc causé plus de 165 morts, et il y a donc même des civils qui sont donc tombés pour que cette bataille. Alors, nous félicitons donc nos vaillants soldats birois qui ont donc commencé à mettre un calme du côté donc de l'extrême nord, du côté donc du nord-ouest. Vous le savez donc, chaque année, le MINDEF, monsieur le ministre, Excellence Betty Assomo, qui représente donc tout un État, met toujours en garde tous ceux qui peuvent faire appel donc aux troubles. Tel était donc le cas des séparatistes qui ont essayé donc de distraire l'opinion donc publique pour que détruire tout un édifice, les écoles. Vous le voyez donc très bien que lorsque il y a donc la guerre n'est donc pas bien. Il ne faudrait jamais donc souhaiter la guerre. Alors, qu'est-ce que les forces d'armée camerounaises ont également donc fait? Ils ont donc démantelé toute une cachette des séparatistes. Ils ont donc affligé un coup dur à leur opération logistique, malgré le succès de l'opération qui a donc duré 72 heures. Et il faut
faudrait donc retenir que nous avons donc pris le fond de Bamezim. Récemment, il a donc appelé les séparatistes de quitter le village ou de rejoindre le centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR. Vous savez donc que M. Biya est donc le premier à être mendiant de la paix. Il a toujours aimé tout le dialogue. Il appelle donc les sécessionnistes à déposer les armes et de rejoindre le service de réintégration qu'on a donc appelé DDR. Alors, M. Biya avait donc organisé tout un dialogue pour ceux qui ne le connaissent donc pas. Pour la paix, il a donc organisé tout un dialogue qui a duré pendant une semaine à peu près. Cela lui a donc coûté plus de 72 millions de francs pour cette réparation, les dégâts violent. Alors que nous avons donc appris cette nouvelle effort que M. Biya et son armée birois ont donc piégé le grand jour de l'un des Amazoniens qui s'est donc présenté et a donc déposé les premières armes. Il a donc aussi remis les causes qui étaient donc avec nous au studio. Ils vont donc nous expliquer qu'est-ce qui va donc se passer avec l'office de monsieur Biya, Gilbert Baonlan, qui va donc s'exprimer dans l'un de nos micros, si vous le voulez donc très bien, dans cette édition donc de Bienvenue. Alors que nous l'accueillons, si vous le voulez donc très bien. Et l'un des analystes va donc nous décrypter réellement. C'est très chaud pour la présidentielle de 2025. Vous le savez donc, cela s'achève déjà presque à la fin et nous saurons déjà comment le film pourra donc se terminer. Voilà le discours de M. Biya. Qu'est-ce qu'il dit de son discours? Qu'est-ce qui sera donc fait le 10 février pendant que les Camerounais donc attendent ce discours précieux pour que M. Biya puisse donc promettre aux jeunes? D'autres attendent donc le travail depuis un certain nombre d'années. D'autres ont même fini des études mais n'ont pas l'accès de travailler donc au gouvernement. Bienvenue sur cette édition spéciale uniquement depuis ce matin sur notre centre de production ici donc au Burkina Faso. C'est très bien moi Daniel Nikon, l'un des créateurs de contenu. À tout moment vous pouvez donc vous abonner parce que dans notre chaîne c'est le Sasaye. Nous sommes uniquement pour vous diffuser ce qui est donc fiable. Nous sommes là pour vous faire vibrer sur tous les buzz qui peuvent donc exister sur toutes les planètes Terre. Alors servez-vous pour écouter réellement ce qui va donc se passer avec la réélection de M. Biya qui s'est donc opposé par que l'un des hommes forts politiques qui a donc dit zéro élection pendant 40 ans. Je n'ai pas fou. Il avait laissé son enfant qui avait plus de 30 ans au pouvoir. Avant de laisser le pouvoir, il avait un enfant qui avait plus de 30 ans. Donc c'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord. D'autres pays fonctionne dans la cuisine interne d'un parti politique au Cameroun. Comment est-ce que il a vécu cette expérience depuis le début et surtout lorsqu'il a pris les rênes du parti comme dirigeant. Donc, je te laisse la parole, Morgane. Merci beaucoup, cher Armel. C'est un vrai sujet qui est évoqué parce que la plupart de nos compatriotes qui parlent souvent de la politique au Cameroun, qui se passionnent pour les sujets de militantisme, ils ont, à mon avis, un aperçu souvent très éloigné des réalités. Bon, moi, je suis tombé dedans. C'est pas la chefferie. Son père a gouverné pendant 40 ans. Je n'ai pas fou. Il avait laissé son enfant qui avait plus de 30 ans au pouvoir. Avant de laisser le pouvoir, il avait un enfant qui avait plus de 30 ans. Donc, c'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord. D'autres pays Biya qui m'appelle et qui me dit président, Baonlan a été arrêté. Séance tenante, moi j'étais à mon hôtel, donc il me dit et là je suis à la PJ parce que on vient de l'amener à la PJ et ça pas l'air, ça sent pas très bon. Donc aussitôt dit, ouais pardon. Oui,
t'écoutons, hein, c'est bon, tu peux. Voilà, donc aussitôt dit, j'ai pris la voiture, je suis parti et je l'ai retrouvé à la PJ. Et je lui ai dit, bon, on va aller rencontrer les responsables de la PJ pour demander à voir Barongola. Connaissant comment notre pays fonctionne, donc on est allé à la PJ et puis on s'est heurté tout de suite à une fin de non-recevoir de policiers qui étaient là, qui ont dit, ouais, il est hors de question. Donc j'ai dû lever le ton, leur dire, mais est-ce qu'il est placé au secret? C'est un citoyen qui est placé en garde à vue et on a peut-être le droit de le visiter, non? Ou pas. Donc le ton s'est élevé un tout petit peu. Et pendant qu'on discutait, il y a un monsieur qui m'a touché derrière. Je me suis retourné et puis le monsieur en question m'a dit, non, Palmer, calme-toi. Moi, je ne le connaissais pas et j'étais étonné qu'il m'appelle par mon nom. Et puis il m'a amené de côté et il m'a dit qu'il était commissaire et donc voilà, qu'il ne fallait pas faire de problème. Il allait organiser la rencontre. Donc il allait demander à Barongola, lui annoncer nos visites et tout de suite, ce dernier a voulu nous rencontrer. Donc on est allé, bon, pour le soutenir, je crois que c'est que ce que moi je pensais être une qualité, finalement, devient un défaut. Il ne faut pas être humaniste quand on est sous les latitudes camerounaises. C'est un comportement qu'il faut garder dès qu'on prend l'avion pour le Cameroun. Donc moi, je l'ai fait parce que j'ai vu quelqu'un en difficulté, quelqu'un que je connaissais de longue date. Et voilà. Donc tout de suite, il était très ému de me voir là, à son chevet, pendant qu'il était en difficulté. J'étais avec Paul Désir. Et puis on a échangé. Et on est devenu en quelque sorte des soutiens parce que les gens n'avaient pas accès à le voir. C'est comme ça qu'une autre fois, il m'a aussitôt proposé de prendre la direction de son parti. Parce qu'il considérait qu'il était victime de quelque chose, d'un abus, hein, en tant que leader politique, et que ce n'était pas ce n'était pas l'activiste qui était arrêté, mais c'était plutôt le leader d'un parti. Bon, sauf que moi, je ne connaissais pas son parti et je n'avais pas suivi l'actualité de Barongola depuis une vingtaine d'années. Quand je vous dis que je le connaissais, ça remonte à 25 ans. Donc, je n'ai pas senti beaucoup d'enthousiasme chez le jeune frère avec qui nous étions, mais comme il me le demandait avec insistance de prendre son parti pour essayer de lui donner une substance, bref, pour qu'il soit su dans le monde entier qu'il était arrêté pour ses opinions, donc un leader politique. Bon, j'ai pas pu dire non, puisqu'il était en détresse. Sauf que quand je prends le parti, en réalité, de parti, il n'y avait qu'une autorisation et c'était tout. Voilà. Le parti n'était pas structuré, il n'y avait rien de probant. Et donc, tout de suite, moi, je me suis mis à travailler comme ça se passe ici, dans nos latitudes, donc structurer le projet, créer de la rationalité qu'on peut retrouver dans un parti, passer au stade de la massification et tout. Donc voilà, j'ai vraiment pris quelque chose qui n'existait que sur papier et pour essayer d'en faire un vrai outil. Et voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire de mon entrée au Parti républicain. Il s'est trouvé que par la suite, il a pris de la prison ferme. En tout cas, il était en préventive de manière répétée. Donc en quelque sorte, c'était de la ferme. Et donc, par le hasard des choses, je me suis retrouvé donc à être en quelque sorte son tuteur à la prison de Konengi, où il a été placé en mandat de dépôt, avec l'obligation, je le visitais tous les jours. Donc je suis resté 5 mois au Cameroun. Tous les 5 mois, j'allais en prison tous les jours pour lui rendre visite, voir que tout se passe bien. Et quand il y avait un problème, le régisseur de la prison me faisait appeler, puisque j'étais en tant que responsable de son parti, son tuteur en prison. Donc ça m'a permis d'expérimenter de manière très concrète la politique au Cameroun, les manœuvres. Et ça a été la période aussi où il y avait le grand dialogue national du Cameroun. Ça, c'est une autre histoire encore. Ouais. Je me souviens qu'à l'époque,
j'avais demandé au Premier ministre actuel, qui est là toujours, d'introduire dans les thèmes qui devaient être évoqués la question des accords de défense secrets que le Cameroun a signés. Je trouvais qu'en 2019, ça n'avait pas de sens qu'un pays comme le nôtre soit engagé par des accords dont ignorent toutes les populations. Donc j'avais proposé, puisqu'on avait demandé aux responsables, aux leaders de partis politiques, de faire des propositions. Donc moi j'étais vice-président et donc président par intérim du Parti républicain. J'avais proposé qu'il y ait sur la table, en plus de la question du NOZO, mais qu'on pose des vraies questions. Parce que pour moi, la problématique qu'on trouve au NOZO, qui pour moi est une problématique de redistribution des richesses, est une problématique qu'on pouvait élargir à l'ensemble du territoire national. Quand vous allez à l'est du Cameroun, ces gens-là, ils produisent de la richesse, beaucoup de richesse pour le Cameroun, mais il n'y a rien. Donc moi, j'étais pour qu'il y ait une espèce de péréquation permettant à chaque région du Cameroun de pouvoir profiter de ce fruit qui, jusqu'à l'heure où je vous parle, est partagé par quelques-uns, quelque part dans un coin, dans le secret, et puis le gros de nos concitoyens n'ont rien. Donc j'ai posé le problème des accords de défense, qu'on en parle de manière très libre, et j'ai posé le problème de la répartition de la richesse, et j'ai posé, je crois, il y avait un troisième problème que j'ai posé, je ne me souviens plus très bien, donc, qui était celui de la sécurité sociale, hein, dire que bon, un pays comme nous, avec 30 millions d'habitants, avait vocation à permettre à chaque citoyen qui tombe malade de pouvoir se soigner. Et donc on avait les moyens, nous, de mettre des mécanismes en place pour implémenter ces solutions. Alors, je me croyais en Europe, toujours est-il que rien que d'avoir proposé ça m'a fait blacklister. Donc on a blacklisté notre parti, on parlait de grand dialogue national inclusif, donc on n'a pas été, on nous a zappé quoi. On n'a pas besoin de gens qui viennent amener de la réflexion, voilà. Donc là j'ai découvert clairement que le jeu politique au Cameroun c'était complètement articulé autour de la duplicité, du double langage. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait toute une campagne disant qu'il fallait que tous les fils du Cameroun s'asseyent sur la table pour parler du problème du NOZO. Bon, et de l'autre côté, en réalité, tout était pipé d'avance. Il n'y avait aucune sincérité dans la démarche gouvernementale. Ils voulaient juste calmer un tout petit peu la communauté internationale. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu en intérieur. Comme responsable du parti, et je dois dire que j'ai découvert aussi à cette époque que les Camerounais, ils connaissent et ils aiment la qualité. Parce que quand je prends le parti, on n'était pas des masses, mais il a suffi qu'on commence à structurer les choses, qu'on commence à organiser des activités, et puis du jour au lendemain, il y a eu un vent d'adhésion bizarre. Et j'avais des gens qui appelaient de partout, d'Angleterre, beaucoup de Camerounais de la diaspora, pour prendre leur carte. Et puis, il y a eu un autre phénomène, c'est qu'en plus de ça, du jour au lendemain, j'ai commencé à voir des gens qui envoyaient des sommes d'argent. C'est 10 000, 1000 livres sterling, 1000 euros, ça venait de partout, du Canada, des États-Unis, et tout, des gens qui trouvaient que l'approche que j'avais de la politique était une bonne approche, et on a commencé à massifier petit à petit le Parti républicain. Franchement, en 5 mois, le travail qui a été fait, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens puissent revendiquer une telle performance. Donc voilà, ça a été très très belle aventure avec les Camerounais qui se sont reconnus dans notre façon de faire de la politique. Sauf que bon, les choses sont finies d'une manière un peu décevante, pour ne pas dire très décevante, parce que nous avons déçu les espoirs de milliers de gens qui avaient commencé à se reconnaître en nous. Donc voilà un tout petit peu pour te permettre de peut-être relancer sur une autre question, un peu la genèse de l'histoire avec le Parti républicain. Oui, il faut le dire, je ne l'ai pas souligné au départ, Georges Gilbert Baonla, qui est en fait le fondateur de ce parti, il est aussi un homme des médias bien connu pour sa verve sur les plateaux au Cameroun. Ce que je voulais savoir en fait, enfin une question qui me vient,
de ce retour d'expérience, on comprend qu'en fait, le fonctionnement d'un parti politique, le chemin d'un parti politique au Cameroun n'est pas simple, c'est pas banal. Donc, dans ce paysage-là, qui est en fait un peu comme une nébuleuse, parce qu'il faut dire que c'est très atomisé. Il y a trop de partis politiques au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement par rapport à l'offre? Parce que comme tu as fini par le dire, les Camerounais savent reconnaître la qualité. Ils vont vers un parti politique qui a une véritable offre et qui travaille sérieusement. Est-ce que l'un des problèmes qui se posent dans ce paysage politique aujourd'hui, ce n'est pas la qualité de l'offre qui est faite aux Camerounais? Parce que se retrouver au milieu de 300 partis politiques pour un électeur, pour un citoyen lambda, c'est pas banal. Oui, mais c'est 300 partis politiques sur le papier, mais en réalité, ne sont opérationnels qu'une petite poignée de partis. Hein. Ça, je peux vous le dire avec certitude. D'ailleurs, c'était assez inhabituel ce que l'on faisait. Il me souvient que j'avais organisé une activité avec les femmes souffrant de handicap à Yaoundé, hein, au quartier Manguier. Donc, j'y suis allé. Et après, ça crée des problèmes, hein, parce que je me rappelle, on avait fait un don à ces femmes pour qu'elles puissent acheter des machines. C'est des femmes souffrant de handicap et qui vivaient de la couture. Donc, on avait fait un don de 500 000 CFA pour qu'elles puissent acheter des machines et pour dynamiser leur activité. Mais c'est là que j'ai découvert que c'est pas comme vous croyez, hein, vraiment, ces gens, ils sont sur le double discours. À peine on est sorti de là que les dames en question ont été appelées et menacées. Oui, c'est quoi ces gens? Il n'y a pas un autre parti ici en dehors du RDPC. C'est pas possible que vous receviez. Et ils ont eu des problèmes sérieux, ces dames-là, parce que c'était dans une fondation. Et tout, je crois d'ailleurs que Roger Millat avait mis sur pied. Et je peux vous en citer comme ça plusieurs cas, pour vous dire que en réalité, s'il y a 300 partis sur le papier, très peu sont actifs. Hein. Il y a des partis dont on entend parler que peut-être quand une élection approche, et même des partis qui n'ont pas du tout, qui sont pas du tout opérationnels. Hein, je m'en souviens qu'on est parti une fois à Ebolova aussi, dans la banlieue de Ebolova, à l'entrée de la ville. J'avais fait une activité là-bas avec les jeunes d'un coin pour les sensibiliser sur le fait qu'il fallait qu'ils s'engagent politiquement, mais qu'ils ne s'engagent pas pour le plan sardine, mais qu'ils s'engagent pour leurs idées, pour les convictions, parce qu'il y a un héritage commun à laisser aux générations d'après. Mais je vous dis même là-bas, à peine on est parti de là, le jeune qui avait été mon point focal et avec qui on a organisé ça, mais il a reçu un coup de fil, mais ces fameux Ndongo, le ministre de l'enseignement supérieur, donc qui est le patron du RDPC dans le coin, mais ils ont été savonnés. Jamais ici à Ebolova, on acceptera que voilà, un parti vienne, un autre parti que le RDPC. Donc ça, c'est des choses que nous, on a vécues en interne. Pour dire quoi? Pour dire que en réalité, c'est des partis qui, je ne dirais pas fantoches parce que ça paraîtra insultant, mais ce n'est pas des partis qui sont opérationnels, donc ils ne posent réellement pas de problème au pouvoir central de Yaoundé. Ce que j'ai aussi appris de cet épisode, c'est que tout ce que vous voyez exister au Cameroun, avec la bienveillance du pouvoir de Yaoundé, la plupart du temps, il y a toujours des deals souterrains. Parce que le combat qui nous a été livré, alors qu'on était qu'un nouveau parti qui se battait pour créer de la visibilité autour de son travail et agréger davantage de militants, j'ai vu le combat qui nous a été mené pour nous nier toute existence et tout. Donc, et puis on a compris que bon voilà, si vous n'êtes pas sous contrôle, si vous n'êtes pas dans tel secte ou dans quoi au Cameroun, vous pouvez pas. Faut oublier, il y a beaucoup de gens qui jouent avec les Camerounais, mais moi je ne vais pas lancer la pierre aux gens. C'est ça, quand vous vivez au Cameroun, vous n'avez peut-être pas souvent beaucoup de choix que de dealer, de pactiser avec
avec le parti si vous voulez avoir droit au chapitre ou si vous voulez tout simplement avoir le droit de vivre. Exactement. Donc, la question centrale, en fait, de cette discussion, et la question qui a été annoncée pour ce live, c'était la pertinence, l'utilité même de la présidentielle. Oui. Parlant de ce sujet, une présidentielle au Cameroun dans les conditions actuelles, nous savons que depuis 2018, rien n'a changé. Le code électoral reste le même. Au niveau de Elecam, rien n'a changé. On a vu même ce qui se passe avec l'inscription sur les listes électorales et lesquelles listes ne sont pas publiées. Donc, même ceux qui sont inscrits fraîchement, ils ne savent pas si leurs noms vont figurer sur les listes. On a vu aussi le jeu du Conseil constitutionnel. Donc, pour planter un peu le décor, on a un parti-État qui a tous les moyens, qui mobilise tous les moyens de l'État, les moyens financiers, administratifs, logistiques. Tous les moyens sont entre les mains d'un parti qui, néanmoins, est en compétition contre les autres partis. L'appareil judiciaire est entre les mains du même parti. Bref, ce parti, en fait, mobilise tout. Ce parti a tout entre ses mains. Donc, en réalité, dès le départ, les dés sont pipés. Le jeu est faussé dès le départ. C'est très difficile d'avoir une élection transparente, une élection juste dans ces conditions-là. Donc, moi, je voulais vous poser la question, Morgane Palmer. Cette élection, est-ce qu'elle est vraiment utile dans ces conditions-là? Qu'est-ce qu'on peut en espérer, étant donné que rien n'a changé depuis 2018? C'est une autre arnaque, 43 ans après, qui est en préparation. Non, clairement, il n'y a pas d'élection présidentielle à tenir au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'état de droit. Alors, quand on n'a plus d'état de droit, ça veut dire qu'on n'aura pas des institutions en capacité d'arbitrer dans une compétition. Alors, si on n'a pas des institutions en capacité d'arbitrer dans une compétition, ben, pourquoi organiser la compétition? En ce moment, ceux qui gardent le pouvoir de force, ils n'ont qu'à assumer que, bon voilà, nous sommes les plus forts, donc on est là, on garde le pouvoir de force, que d'organiser des simulacres de ce que nous vivons depuis des années. Moi, je vous ai dit que pour en parler, je peux vous dire des choses, parce que j'ai été sur place, j'ai vu ce qui s'est passé. Moi, vous me parlez tout à l'heure du Parti républicain, on va revenir sur la question de l'importance de la tenue ou non de cette présidentielle. Moi, j'étais au Parti républicain, je vous ai dit tout le travail qui a été fait, donc j'avais mon temps partagé entre m'occuper du prisonnier Georges Gilbert Baongla, gérer sa famille, en tout cas celle à laquelle j'avais accès, ses employés, pour qui j'étais devenu l'assistant social, et puis le parti politique. Mais vous savez que quand on a fini de faire ça, quand on a fini de dire aux gens c'est intéressant, on a des gens qui envoyaient beaucoup d'argent, je vous le dis, et jusqu'aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude de voir que les Camerounais peuvent s'élever, et je vais vous étonner. La plus grosse mobilisation que j'ai eue autour du Parti républicain, en tout cas dès le départ, ce sont nos frères de l'Ouest. Moi, je n'aime pas parler en termes de tribus, non, mais il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. Pour répondre à notre frère tout à l'heure qui demandait pourquoi pas autour du RMRC, les plus gros donateurs du Parti républicain ont été des frères de la diaspora de l'Ouest Cameroun qui sont venus sans qu'on aille les chercher. Ils ont compris qu'il y a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ce qui est repli tribal, généralisation, tout ce qui est essentialisme. Il ne faut pas essentialiser parce que vous ne savez pas qu'est-ce que pensent les gens réellement. Donc, pendant qu'on a fait ça, ces gens sont venus, se sont mobilisés. J'ai même, à l'époque, été en contact avec beaucoup de gens du RDPC, l'aile progressiste, qui sont venus vers nous, dire, nous, on veut vous rejoindre et tout, parce que voilà, on est à l'étroit dans le parti et de toute façon, rien ne bougera au sein de cette machine. On aime bien le discours, la tonalité qui est la vôtre, qui est de dire qu'il faut que tous les Camerounais se mettent ensemble pour bâtir un nouveau projet civilisationnel. Et donc, nous, on veut venir, on est prêt à mettre des fonds, mais
à condition que vous voyez avec votre leadership. Moi, il y a des gens qui m'ont dit oui, parce que votre président, là, c'est un fou. Le jour où il sortira de prison, il va renoncer à tous les engagements qu'il aura pris. Moi, à l'époque, j'étais naïf, enfin, pas naïf, mais je ne connaissais pas jusqu'où pouvaient aller les gens. Donc, j'ai pris des engagements. Moi, je suis allé rencontrer Georges-Didier Bahongla en prison pour lui dire, bon là, qu'est-ce qu'on fait? On a une meute de militants, de gens qui viennent, qui rejoignent le parti, mais ils posent un problème, c'est le problème de ta stabilité en tant que personne, parce que moi, je parle de manière très libre. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Au point où on est arrivé dans la négoce, et ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir, de comprendre comment ça fonctionne réellement le monde politique. On est arrivé dans la négoce. Moi, j'ai une pléthore de gens qui quittaient le RDPC pour nous rejoindre au Parti républicain. Et ils ont posé comme condition que, Bahongla ne les rassurant pas, il fallait que ce soit plutôt moi leur interlocuteur. Moi, je suis allé voir Bahongla, je lui ai dit, bon voilà, on a ces gens-là. Pour l'instant, c'est moi qui finance le parti. Ouais, parce que je suis arrivé, il n'y avait rien. Le parti n'avait même pas de compte. Bref, il n'y avait pas d'activité. Les comptes du parti, c'est moi qui les ai créés. L'activité, nous l'avons diversifiée avec les frères qui ont porté le projet. Et donc, on a eu des gens qui venaient, qui étaient prêts à financer la participation à l'élection de 2019, aux élections locales de 2019. Donc, voilà. Bon, là, il a dit, bon, ok, bon, moi, je vais me retirer. Sauf que moi, je vais être candidat à la présidentielle. Je lui ai dit, chiche, moi, ça ne m'intéresse pas d'être président. Donc, on trouve un accord, puisque ces gens ne sont pas rassurés par toi. Tu deviens président d'honneur avec, on retouche les statuts, disant qu'en cas d'élection présidentielle, le candidat naturel du parti, c'est le président d'honneur. Comme ça, tu vas être candidat. Donc, on ne te met pas complètement à la touche. On est tombé d'accord. Ces gens-là nous ont rejoints. Et puis, patatras. Dès qu'on arrive à l'élection, à la période d'élection, je suis appelé un jour par Bahongla qui me dit non, il ne faut pas que le parti participe aux élections parce que, voilà, il ne veut pas que le parti soit dans une élection quand son père est aux affaires. Oh. Qui peut croire à ça? Si moi, qui ai vécu la chose de l'intérieur, je ne vous la raconte pas, qui peut croire à ça? Donc, du coup, me mettant en porte-à-faux avec des gens qui sont venus en contrepartie d'un engagement dont j'apparaissais comme un mytho et tout. Vous pouvez imaginer ça, ce que je vous dis là? Combien, et ça se passe dans plusieurs partis au Cameroun. Plusieurs partis, donc vous vous demandez, mais pour qui les gens roulent finalement? Hein? Parce que moi, j'ai des années-lumière de savoir qu'après avoir fait tout le boulot, j'ai dit aux gens, venez, on va aller à la conquête maintenant des terroirs. J'avais même lancé un casting politique à l'époque. L'idée, c'était de faire susciter des vocations politiques dans le peuple, un peu partout. S'il y a des gens bien qui nous correspondent, qu'on mette les moyens derrière eux pour qu'ils aillent à la conquête de leur contrée. Et puis on nous dit du jour au lendemain, non, il faut arrêter. Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas un roublard. Hein. Je ne suis pas venu en politique parce que je suis un féman. Tu connais très bien la genèse. Tu as donné ta parole. Les gens, on a pris des engagements avec les gens et donc il faut respecter ces engagements. Et donc l'histoire de notre clash est partie de là. Même comme j'aurais appris tout ce qui a été raconté, vous savez, c'est très camerounais, salir les autres. C'est ça. Il n'y a pas eu d'autres problèmes avec Georges-Didier Bahongla. Du jour au lendemain, donc il n'a pas voulu. Il a renoncé au fait qu'il n'était plus président. Donc je lui ai dit, mais non, le fait que tu ne sois pas président, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai trouvé que tu avais fait des statuts. Les statuts disaient qu'au bout de 45 jours d'empêchement, tu n'étais plus simplement président. Ça fait 5 mois, moi j'ai laissé parce que ça ne m'intéressait pas. Ouais. J'ai dit, moi j'étais là pour jouer un rôle, j'ai laissé. Donc si tu commences à poser des problèmes, et si tu commences maintenant à nous mettre en porte-à-faux avec les militants, en ce moment on va appliquer les statuts. Et je lui ai écrit sa lettre, je lui ai dit, il faut que tu démissionnes, comme on s'était entendu. Il n'a pas voulu démissionner. Il faut que tu démissionnes, il n'a pas voulu démissionner. Il faut savoir que dans cette histoire-là, cher Armel, il y a beaucoup de dessous qu'on n'a pas toujours envie d'évoquer par décence, par classe. Parce que, bon, voilà, quand vous avez été en responsabilité, en tout cas à ce niveau, vous avez de la retenue républicaine. Mais quand on regarde quand même comment fonctionne notre pays aujourd'hui,
il est très facile de jeter l'anathème, de jeter des rumeurs sur les gens, de salir des gens facilement. Moi, je suis bien obligé aujourd'hui de vous dire à vous, vous êtes sympathique et tout, de vous dire la vérité de ce qui s'est passé. Donc, un monsieur comme ça, moi, je suis arrivé, 5 mois, je porte son parti, je m'occupe de lui, oui, parce que je m'occupais de lui. Et je ne vous dis pas les choses que j'ai subies dans cette affaire. Ce type a failli me mettre une évasion sur le dos, parce qu'un matin, il m'appelle, ben oui, il a failli me mettre une évasion sur le dos. Il m'appelle un matin, oui, tu viens me voir, je dis oui. Il a vu le régisseur, il dit au régisseur de la prison qu'il a de l'argent qu'il doit prendre à la banque parce qu'il a des problèmes et tout. Et c'est moi, la personne caution, puisque quand il y avait un problème le concernant en prison, c'est moi qu'on appelait. Donc moi je viens, le régisseur accepte de mettre à disposition des gardes pour l'accompagner, sauf qu'au moment où je démarre de chez moi pour aller me rendre là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai une panne de voiture. Donc moi je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas qu'il a déjà monté un projet, un plan d'évasion et tout. Donc moi la voiture s'arrête. Le temps de faire venir un mécano, de faire le bilan, on se rend compte qu'il y a une rupture de courant de distribution. Et donc, c'est plus sérieux que ce que j'aurais pu penser. Donc, on se retrouve là, je suis resté de 9 heures là à veiller avec le garagiste à ce que les choses soient arrangées. Ce n'était pas ma voiture, c'était une voiture de location et tout. Et toutes les 30 minutes, il m'appelle au téléphone. Je lui dis, je t'ai dit que je suis en panne. Donc, j'étais en route pour là-bas, je ne peux pas laisser cette voiture ici pour venir. Et je ne comprenais pas toutes les 30 minutes le téléphone. Après, ça a été son épouse, sa charmante épouse qui m'appelait tout le temps. Je ne l'ai pas compris. Et donc, finalement, on filme le départ vers 19h. Et c'est à 19h que je reçois un coup de fil. Sa femme, oui, président, est-ce que vous allez passer ce soir? Parce que je rendais visite à lui en prison, à sa famille, tous les jours. Ah ouais. Et donc, je vais là-bas. Et puis, c'est sa femme qui me dit. Parce que voilà, elle voyait bien comment je prenais son mari de manière fraternelle, comme un frère. Elle me dit, ah, il est en train de craquer. D'ailleurs, je pense que vous êtes quelqu'un de béni, président, parce que ce qu'il avait prévu aujourd'hui, c'était de vous utiliser pour s'évader. Donc, c'était quoi le plan? Je venais avec la voiture, on partait avec les gardes, on arrivait à la banque, et puis il entrait par la porte arrière, il sortait par une porte dérobée, où il avait déjà mis tout un dispositif en place pour s'évader. Et donc, comme c'était moi la caution, vous voyez un peu, donc moi je vous parle de politique, que je suis venu faire de la politique, vous voyez dans quoi on se retrouve. Ouais. Vous voyez dans quoi on se retrouve. Combien de Camerounais savent ça? Moi, il y a 5 ans ou 6 ans plus tôt, quand cette affaire s'est arrêtée, j'ai dit, je ne veux pas parler. Je suis resté tranquille dans mon coin, même le jour de ma démission. Plusieurs médias camerounais, Vision 4, Canal 2, ils ont appelé, je leur ai dit non, je ne veux pas faire de déclaration sur le truc, je suis resté comme ça. Mais un jour, on me rapporte que ce monsieur passe à la télé, on lui demande, est-ce que vous connaissez monsieur Palmer? Et il dit qu'il ne me connaît pas. Donc moi, j'étais vice-président, président par intérim de son parti, et il ne me connaît pas. Après tout ce que je viens de vous raconter là. Donc en fait, on vit dans un vrai délire dans notre pays. Hein. J'ai l'habitude de dire que le Cameroun est comme un asile psychiatrique à ciel ouvert. Vous avez des gens qui se pavanent, que vous voyez à gauche, à droite, vous les créditez d'une certaine crédibilité, mais il n'en est rien du tout. Donc voilà dans quoi j'ai failli me retrouver. Ouais. Si n'eût été la main divine qui a créé cette panne pour que je ne rentre pas ce jour dans cet endroit où j'étais attendu avec un guet-apens, je me serais retrouvé, moi, la caution d'un prisonnier qui a fait la malle sans que... Est-ce que quelqu'un aurait accepté que je n'étais pas au courant de cette affaire? Donc voilà les choses qu'on a dû gérer au quotidien. On a dû gérer au quotidien. Donc, et en plus, les gens chez nous ne sont pas reconnaissants. Le matelas sur lequel M. Baoula dormait en prison, c'est moi qui l'ai acheté. Quand il était malade, c'est moi qui ai acheté des médicaments. Chaque jour où j'allais en prison à Konengi, ça me coûtait en dehors de ses problèmes à lui au moins 10 000 francs. Parce que demandez, moi je ne parle pas en l'air, ils sont là, puisqu'on n'était pas à huis clos. Quand vous arrivez... Député, c'est que j'ai certainement atteint mon objectif, mais ce n'est pas mon but. Mon but est de pouvoir changer ce pays, de participer à l'évolution, à l'émergence de ce beau Cameroun,
comme ça a été le cas au Sénégal ou encore un peu partout, comme on voit de nos jours. Donc non, je suis totalement prête. Comme je vous ai dit, le combat ne fait que commencer et ma bataille, c'est celle de voir un meilleur Cameroun. Je ne trahis aucun secret puisque... Pour mes enfants, parce que c'est mon devoir et que je dois faire ma part. Je ne trahis aucun secret puisque l'information est publique. Vous êtes jeune, vous êtes né en 1987. Exact. Donc vous êtes député aujourd'hui. Comment avez-vous réussi à vous hisser à ce jeune âge, à ce niveau de la vie publique politique camerounaise? Très belle question. Et une très belle question, pourquoi? Parce que je pense que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. D'accord. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, j'imaginais pas pouvoir faire la politique jusqu'à un certain âge. Je me rappelle la première fois où je fais mon expérience, en fait, que je rencontre, que je découvre ce que c'est. J'étais très jeune, je devais avoir 10 ans à l'époque, et avec mon père, on regardait à la télé, justement, je voyais beaucoup de personnes à la télé qui parlaient et tout. Et je lui demande, qu'est-ce qui se passe, papa? Il me dit, c'est l'Assemblée nationale. C'était une session... c'est une télévision locale. Locale. D'accord. Et donc, il me dit, non, c'est l'Assemblée nationale. Je dis, ah bon? Et Cavaillé, qui était déjà président de l'Assemblée nationale. Parce que, 10 ans, vous aviez 10 ans. Oui, il est quand même à l'Assemblée nationale depuis presque plus de 50 ans, hein, si je ne me trompe pas. Oui, d'accord. Donc, voilà, je vois, donc, et il m'explique ce que c'est que l'Assemblée nationale et tout. Et je lui dis, j'aimerais pouvoir devenir député un jour. Mais je le dis à 10 ans, mais en réalité, en grandissant, je ne me voyais pas le faire avant 55 ans. Jusqu'en 2018, justement, où je rencontre, donc, 2017, où je rencontre le président Cabral Libye, je vois un jeune homme plein de talent, et on avait Sarkozy de l'autre côté, le président Macron. Français Macron, qui était de l'autre côté, et qui justement faisait une très belle campagne, qui avait même gagné. Et nous, on avait espoir avec le président Cabral, jeune, dynamique, belle vision, qui me comprenait en tant que jeune. Parce que c'est ça le problème avec ceux qui nous gouvernent. On a l'impression qu'on est en déphasage. Ils ne comprennent pas la jeunesse. Alors qu'il faut être avec son temps. Il faut s'adapter, vous comprenez? Il faut cette alternance-là, générationnelle, vous voyez? Et donc, j'arrive en politique parce que je suis convaincue en 2018. Je fais le tour du Cameroun avec le président Cabral Libye. Je rencontre un Cameroun étrange, qui souffre. C'est très choquant quand on est à Douala, dans la belle ville, dans les infrastructures et tout, quand on a l'eau, l'électricité, quand on arrive dans un village, ils savent même pas ce que c'est que puiser l'eau dans un robinet. C'est très difficile. Et quand on voit donc le visage de la souffrance du réel Cameroun, j'ai envie de dire ça comme ça, on s'engage davantage politiquement. Et c'est comme ça donc que la fièvre politique, si vous voulez, m'a envahi. Et en 2020, donc, je veux me présenter sous la recommandation, conseil de beaucoup d'amis et du président national d'ailleurs. Et je vais me présenter aux élections législatives et municipales. En d'autres termes, c'était comme un aveu revanchard pour vous dire, vous avez fait de très belles études en marketing, vous avez un bachelor obtenu dans une université anglaise, si je ne me trompe pas. Mais vous choisissez de faire la politique. D'ailleurs, vous êtes également une entrepreneuse, une brillante femme d'affaires. Cela se vit au quotidien, ça se voit. Vous êtes dynamique dans ce domaine. Mais contrairement à beaucoup de femmes, vous prenez le couloir de la politique. Oui. C'est une ambition revancharde. Vous vous êtes dit, vous voulez prouver quelque chose ou alors vous voulez changer quelque chose? Je vais vous dire en toute honnêteté, en 2020, lorsque je décide de me lancer en politique, je me dis, j'essaye. Je n'étais pas convaincue de gagner, il faut le dire clairement. Jusqu'à ce que sur les réseaux sociaux et sur les médias, je commence à être taguée de la petite vendeuse de mèches. Et ma fierté prend un coup. Vous voyez, je me dis, mais il y a quoi de mal à faire du cosmétique ou être dans les mèches? Je suis une Camerounaise comme toutes les autres qui cherche à se faire un bout de chemin, qui gagne son argent dignement. Et je vois en moi m'identifier toutes ces bayam selam, tous ces bensikineurs, tous ces gens qui se battent au quotidien pour se faire une place dans la société et qu'on chosifie, qu'on tague d'une position minimaliste parce qu'on estime que la politique ne doit être faite que par les grands intellectuels, les avocats, les professeurs. Mais non, la politique c'est pour tout le monde. Elle doit être embrassée par tout le monde. Et donc en 2020, je deviens vraiment revancharde. Pendant que je suis en train de préparer ma campagne, je me dis je vais gagner pour eux. Et je vais servir d'exemple. Et je vais devenir une référence. Et je vais fermer la bouche de tous ces grands noms de la politique et leur dire que la petite Nora, une petite vendeuse de mèches, est devenue députée à 32 ans. Parlant d'exemple, parlant de référence, vous avez effectivement mené une campagne un peu différente des autres. Je ne vais pas dire à l'américaine. Elle était Nora, qui a financé tout ça?
Écoutez, en politique, il est bien vrai, il y a beaucoup de financement. Exact. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, en 2025, on prépare une campagne et certainement on aura besoin de financement pour pouvoir... ça coûte cher la politique, il faut le dire. Et c'est normal, tout le monde fait appel à ça. D'ailleurs, on a commencé à voir nos voisins là qui ont déjà commencé à lever des fonds. C'est tout à fait... Oui, voilà, sans les citer, mais c'est une démarche tout à fait normale. Mais dans le cas d'espèce, moi, en 2020, j'étais vraiment novice et j'avais cette fierté. Je vous ai dit, ma fierté avait pris un coup et on a décidé donc de financer entièrement la campagne sur des fonds propres. D'abord, d'ailleurs, ça nous a... Ça vous a coûté combien? Beaucoup d'argent. 6 milliards? Non. Peut-être moins. non, loin de là. Mais pour les jeunes que nous sommes, c'était assez fort. C'était assez fort, oui. Cela dit, maintenant, devenu député, vous avez, dès le départ, compris les rouages de fonctionnement. Au quotidien, vous voyez comment les autres députés se déploient. Si on peut retenir une ou deux initiatives, pratiquement en moins d'1 an de la fin de votre mandat, on dira que l'honorable Fossing aura fait quoi pour les populations locales, populations qui l'ont élu, mais au-delà pour le Cameroun, en termes de projet de loi, en termes de, qui sait peut-être, projet d'amélioration des conditions de vie des populations. S'il faut retenir 2 ou 3 éléments, ce seraient lesquels? Alors, vous me posez une très belle question là, parce que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas vraiment le fonctionnement au niveau de l'Assemblée nationale, et ça c'est une très belle chose. D'accord. On parlait tantôt de la proposition de loi. Il faut savoir qu'au niveau de l'Assemblée nationale, moi, au bout de 5 ans, je peux vous affirmer aujourd'hui qu'on est plus une chambre de validation qu'une chambre de vote. Okay. Pourquoi? Je m'explique. Je vous ai dit tantôt à l'entrée de l'émission que pour pouvoir faire opposition à une loi, il fallait être minimum 15 députés, former donc un groupe parlementaire pour pouvoir s'opposer à une loi. Au cas contraire, elle passe, c'est ça que j'ai tendance à dire chambre de validation. On valide juste puisque l'opposition le parti au pouvoir qui est obèse, donc fait passer les lois. Par contre, pour ce qui est des propositions de loi, c'est encore un autre trajet, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous faites une proposition de loi, elle est soumise au niveau du président de l'Assemblée nationale. Ensuite, elle va passer à la conférence des présidents. Après la conférence des présidents, elle va être cotée auprès d'une commission. Après la commission, elle va être étudiée. On va justement appeler les gens les députés qui ont fait la proposition de loi. Et on va voir si on va discuter. Il y aura des amendements, peut-être oui ou pas. Et enfin, elle va donc aller à l'Assemblée nationale. Et là, on va voir si elle va être élue ou pas, votée ou pas. Le problème, c'est que les lois ne traversent même pas la première étape. Vous voyez. Et donc, ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je disais tantôt, c'est compliqué de faire une proposition de loi quand il s'agit de proposition de loi. Cependant, le PCRN a fait une bonne quarantaine, une cinquantaine, voire même d'amendements au niveau de l'Assemblée nationale, dont beaucoup ont été retenus, notamment que ce soit dans le cadre de la loi de finances, que ce soit dans le cadre de la loi sur, par exemple, le code minier, et c'est celle qui me vient directement en tête là. Mais on a travaillé. De ce côté, on a essayé vraiment de travailler pour pouvoir améliorer les conditions des Camerounais dans le cadre qui nous est permis. Vous n'en parlez pas beaucoup. Je pense que c'est une grave erreur qu'on a faite pendant les années. On aurait dû beaucoup communiquer là-dessus, on ne l'a pas fait. Et voilà, on apprend de ses erreurs. On a une jeune formation et ça peut arriver. On apprend de ses erreurs et on essaye d'améliorer. Maintenant, en ce qui concerne mes actions à moi ou encore mes camarades, je parlerai d'abord de moi. Comment est-ce que j'ai pu faire pour aider? Vous savez, quand le Covid, je commence par le départ, parce que les actions elles remontent à très longtemps de le départ, on a mené une grosse campagne justement pour la lutte contre le Covid. On a fourni plus d'une centaine de points d'eau, par exemple, pour pouvoir de lavage d'eau. Parce que vous pouvez croire que c'était forage, non? Les points de lavage d'eau. Donc, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, encore à Soa, où on a étudié avec beaucoup d'étudiants, ou encore à Bouya. Et on a également partagé plein de masques également. Donc, on a vraiment fait une grosse campagne pour ce qui est du Covid, pour améliorer les conditions. On a également fait des forages. On a fait quelques forages dans la ville de Douala également. On a également travaillé sur des formations professionnelles. Énormément de formations. On est aujourd'hui à plus de 500 personnes qui sont formées dans les métiers de l'informatique, de la télécom ou encore dans le métier de l'aquaculture, pisciculture. Vous savez, j'en fais une mission propre parce que je suis de ceux qui pensent que l'avenir du Cameroun va passer par l'entrepreneuriat. Donc c'est très important. Dans un pays où la fonction publique est à peine à 400 000 personnes et le privé 1 million, et quand on sait que les universités mettent 70 000 étudiants par an licenciés,
vous savez qu'il y a vraiment beaucoup à absorber. Et donc, il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut donc aller de ce côté. C'est pour ça que je mets un accent particulier sur les formations professionnalisantes, justement, pour qu'on puisse gagner de l'argent, produire de l'argent le plus tôt possible. Cela dit, vous évoquez la difficulté de changer les choses de l'intérieur, pour faire simple, au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Vous n'aviez pas apprécié ces difficultés lorsque vous entamiez votre mandat à l'époque? Ah non. Il faut que je dise en toute honnêteté, on ne savait pas que... Du moins, je parle pour ce qui me concerne. Non, quand j'arrive à l'Assemblée nationale, on est tout feu, on est tout flamme, mais on est... mais vu cela aujourd'hui, pourquoi repartir donc et vous dire que ce sera différent des précédents mandats? Ça sera différent. J'en suis convaincue. Premièrement, parce que je pense que plus de Camerounais vont s'engager. J'ai la conviction et on y travaille au quotidien. Pour ce qui est de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la priorité en ce moment. Je vous disais tantôt, on a une année électorale, présidentielle, et vraiment toute l'attention est focalisée là-dessus. Parce que si on arrive à mettre le président Cabral à la tête de ce pays, beaucoup de choses vont changer systématiquement. Et ça, il nous le faut. Il faut de l'espoir, parce que les Camerounais ont perdu espoir. On n'a plus de branche où s'accrocher. Et vous savez, ça c'est la chose la plus dangereuse. Quand vous avez tout perdu dans la vie, vous ne savez plus quoi faire. Vous voyez dans nos hôpitaux, vous voyez les femmes qui souffrent dans nos hôpitaux. Récemment, j'étais encore à l'hôpital pour le cas de la dame qui a perdu ses triplés. Vous savez, c'est difficile de voir... C'est le visage du Cameroun, comme on le dit. C'est le visage du Cameroun. Ou encore, vous voyez des licenciés faire, des gens qui ont des masters, qui font du bensikin, des ingénieurs au chômage. C'est le visage du Cameroun, monsieur. Ça vous donne envie de repartir? Ça donne envie de changer, de passer à l'alternance pour pouvoir impacter plus massivement. Et ça doit passer par l'alternance. Il nous faut absolument... C'est le moment, c'est l'année de l'alternance. Je vous suggère qu'on prenne la première pause, si vous le permettez. Ce sera le premier reportage de ce soir. On va parler de la convocation du congrès du SDF pour le 1er mars prochain. Contexte et événements. Reportage. Dans une vingtaine de jours, le mouvement politique connaîtra l'identité du candidat du Social Democratic Front à la présidentielle de 2025. Ce sera à l'issue des travaux du congrès extraordinaire du parti convoqué pour le samedi 1er mars 2025, suivant les résolutions du NEC du 1er février dernier. Ce congrès sera également l'occasion pour le SDF de dévoiler son programme politique pour la présidentielle ainsi que les élections législatives et municipales de 2026. Pour le chairman du SDF, il s'agit d'un congrès capital vers une participation historique aux prochaines élections au Cameroun. Nous avons pour ambition d'avoir ce candidat le plus tôt possible. C'était une des résolutions du congrès du parti en 2023 et nous allons le respecter. Et ensuite, et à ce candidat, le parti veut bien donner une plateforme existante. Et vous voyez, c'est pour cela que c'est important de faire tout ce qu'il faut faire en amont avant d'arriver à la candidature. Une grande partie de notre travail aujourd'hui aussi, c'est de rappeler aux uns et aux autres dans le parti que ce cycle électoral comporte 4 élections. Et on ne doit pas se perdre. Et pour être présent dans les 4 élections, en fait, on a beaucoup plus de travail que ce qu'on faisait d'habitude. Parce qu'il faut être prêt pour les élections législatives, il faut être prêt pour les élections municipales et il faut être prêt pour l'élection présidentielle qui vient avant. Une nouvelle stratégie sera certainement adoptée pour 2025, avec pour objectif de mieux se préparer pour un résultat meilleur que celui de 2018. Joshua aussi, alors vice-président et candidat désigné du parti, avait terminé à la 4e position avec 3,35% de voix glanées derrière Paul Biya, Maurice Kamto et Cabral Libi. Ça vous inspire en commentaire la convocation du congrès de... Oui, je me demande s'ils vont pouvoir tenir le congrès parce que vous savez, nous on n'a pas pu tenir notre congrès jusqu'aujourd'hui. Donc, bah oui, vous êtes dans une difficulté interne, on en parle tout à l'heure. Je veux dire que le SDF n'a pas la même bataille. Je ne sais pas. Le préfet n'a pas refusé. Au moment où nous on demandait, justement, on n'avait pas vraiment ces problèmes-là. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a un peu de discrimination. Tout compte fait, on suivra bien cela le 1er mars au Palais des Sports de Yaoundé. Pour revenir à vous, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans la mise en œuvre de vos projets parlementaires? D'abord comme élu, ensuite comme élu de l'opposition, et qui c'est peut-être après comme femme?
Je pense que j'ai répondu à la question tantôt, tout à l'heure, lorsque je vous disais que voilà les problèmes qu'on a au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pas possible. Donc on essaye, j'essaye pour ce qui me concerne d'utiliser l'Assemblée nationale ou encore ma voix pour pouvoir parler, donner de la voix. De donner plutôt de la voix à la population, aux problèmes. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, notamment pour pouvoir relayer, décrier. Voilà, c'est ce que je fais, puisque au niveau de l'Assemblée, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de vu le fait qu'on soit peu nombreux. L'un des reproches que l'opinion fait souvent à vous, les élus, ce qu'on observe du bas, donc dont on a l'impression qu'ils sont plus hauts, c'est d'ailleurs pas toujours le retour de la base. Avez-vous mis un système, un mécanisme en place pour écouter tout ce peuple qui vous a élu, toute cette petite voix qui crève tous les jours et cherche des solutions? Comment vous êtes en contact avec votre base? Quels sont les mécanismes qui font que vous remontez les problématiques qui se posent aux Camerounais les plus... Alors je pense que je suis l'un des rares députés qui est vraiment proche de sa base. Je suis très sollicité, M. Dibita Tongo, et ça c'est parce que j'ai certaines autorités sur les réseaux sociaux. Mais comme vous savez, même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. J'ai un système que j'ai mis sur pied justement pour pouvoir communiquer avec ma base, notamment c'est les réseaux sociaux. Je suis présente sur toutes les plateformes où je communique énormément, mais également à travers on a des ateliers parfois qu'on fait pour pouvoir discuter avec eux. Et sans parler du fait que je suis vraiment sur le terrain. Je ne suis pas un député des bureaux. Je suis un député sur le terrain. Je descends sur le terrain, je vois les problèmes des gens et j'essaie d'apporter ma solution comme je peux. Je suis dans une grande circonscription. Vouri-Est, c'est la plus grosse circonscription du Cameroun, c'est quand même 2 500 000 personnes et c'est une zone semi-rurale. Donc c'est compliqué de pouvoir écouter tout le monde, mais on essaye de faire vraiment le maximum. Je vous disais tantôt le cas de la dame que je suis allée voir justement. C'est ce genre de choses, être proche de la population dans ce sens-là, vraiment écouter les problèmes des uns et des autres, apporter des solutions, créer de l'emploi, parce que c'était quelque chose de très important pour moi quand quand je suis entrée à l'Assemblée nationale. J'avais besoin de créer davantage de postes d'emploi au niveau pour les jeunes. Donc c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Évidemment, pour ceux qui vous suivent sur vos pages, vous l'avez dit, vous êtes par ailleurs une forme d'influenceuse. Non, je suis une femme d'affaires et un député. Qui est très suivi dans tous les cas sur les réseaux sociaux. Très suivi. Donald Trump, c'est le cas, mais on n'a jamais dit qu'il était influenceur. D'accord. Cela dit, vous voyagez beaucoup. C'est vrai. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Oui. Souvent pendant les sessions. Ça avait fait une polémique à une époque, je crois que vous étiez en Coupe d'Afrique, et puis pendant que l'Assemblée nationale siégeait. Mais il y a surtout cette sortie en Turquie. Vous avez rencontré le président Erdogan. Oui. Quel était, j'ai failli dire, le secret de cet échange? Oh, c'est pas un secret. Je voyage beaucoup parce que je suis d'abord membre de l'OCI pour le Cameroun. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai, à travers l'Assemblée nationale, donc c'est dans ce cadre que j'ai rencontré le président Erdogan. C'était donc dans le cadre de l'OCI. J'ai pu discuter avec lui, je lui ai parlé du Cameroun. Et voilà, c'était un très bel échange à cette époque-là. Moi, comme d'autres de mes collègues, on essaye d'avoir ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire, qui est très peu utilisée, mais qui est importante. Grâce à cela, j'ai pu également avoir des relations avec les membres de la Chambre de la Choura du Qatar, par exemple. C'était également le cas aux Émirats arabes unis. J'essaye d'avoir ce rapprochement-là pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir aider les populations internes, notamment avec la Chine. La diaspora, j'ai eu à faire plusieurs conférences avec la diaspora. J'utilise cette diplomatie parlementaire pour pouvoir être proche des Camerounais. Vous me demandez comment je le fais, les voyages me permettent également d'être proche. Avec la diaspora de Chine, on fait tout le temps des conférences et ils sont très importants parce que c'est vraiment des entrepreneurs, c'est des hommes d'affaires, c'est des capitaines d'industrie et c'est très important de les aider, de pouvoir leur montrer les opportunités qu'il y a au Cameroun, d'un éventuel retour au pays par exemple. Ça c'est très important, donc c'est ce que j'essaye de faire à travers généralement de mes voyages et bien sûr je fais quelques affaires aussi. Justement, comment gérez-vous vos activités privées? Vous êtes également épouse, mère, on l'a dit, vos entreprises et votre fonction de député. Comment vous structurez tout cela? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les différents défis, les différents chantiers? Et ça, c'est une très belle question. Et j'aimerais bien revenir dessus. Vous savez, beaucoup de personnes me reprochent de faire des affaires alors que je suis députée. Exact.
Peut-être c'est ce que vous vouliez demander. Entre autres. Ça fait partie de la question. Je vous aide à répondre. Merci. C'est l'enjeu. Alors, sachez qu'il n'y a aucun problème. En tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité, ni selon la Constitution, ni selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'incompatibilité, sauf si vous êtes fonctionnaire. Si vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas cumuler le poste de fonctionnaire et de député. Il faudra choisir, d'accord? Mais en ce qui concerne le fait de faire des affaires, non, il n'y a pas d'incompatibilité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes d'affaires à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas les citer ici, mais vous, comment on sait très bien. Et on ne parle pas de petits hommes d'affaires, on parle de capitaines d'industrie, ok? Que ce soit à l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat. Donc maintenant, en ce qui concerne mes affaires, je suis bien obligée de mener mes affaires à bout parce que, vous savez, la politique, ça coûte aussi cher. Hein? Et comme moi, je suis de l'opposition, on ne me fait pas de cadeaux. Donc, il faut que je puisse faire des affaires pour pouvoir subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, mais surtout pour pouvoir garder cet exemple-là, cet espoir, ce rêve que j'essaye de maintenir chez les Camerounais, qu'on ne soit pas totalement en désespoir total, vous voyez. Et bon, ma vie de maman, c'est clair, ça peut être difficile avec celle d'épouse également, parce que ce qui est sûr, si vous vous donnez à la politique, vous négligez quelque part. Si vous vous donnez à la vie de famille, vous négligez une autre partie de votre vie. Donc, pour une femme, ça va être très compliqué, mais il faut bien des femmes qui vont pouvoir faire ce sacrifice pour servir de passerelle aux autres femmes et briser le plafond de verre. D'accord. On va dans l'instant parler de votre action au sein de votre parti politique. D'accord. Le temps pour nous de prendre le deuxième reportage. Je l'ai dit à l'entame, 3 hommes d'église, hein, je veux dire un prêtre, un imam et un rabbin, ont donné une conférence de presse à Yaoundé dans le cadre ou dans le contexte de cette élection présidentielle de 2025 attendue. Voici en résumé ce qu'ils en pensent et qu'ils recommandent à tous ceux qui les suivent. Face à la presse, 3 religieux soucieux du déroulement serein de l'élection présidentielle d'octobre 2025, un imam, un rabbin et un prélat qui portent la voix de leur confession religieuse pour briefer les Camerounais sur l'esprit à adopter au moment de voter. Le choix des dirigeants en islam n'a aucun lien avec l'ethnie ou la hiérarchie sociale. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche, il a de l'argent, vous allez l'élire député ou maire ou autre chose. Le choix des dirigeants n'a aucun lien avec l'ethnie. Je ne dois pas voter un président du Cameroun, un Bamoun parce que je suis Bamoun. L'islam n'a pas le choix de personne, mais l'islam a le choix de la qualité des personnes qui doivent gérer la cité. Nous demandons à tous citoyens camerounais, candidats aux élections présidentielles prochaines, d'être bienveillants au cours du déroulement des élections dans les urnes. Pour eux, ce sont les valeurs qui permettront d'instaurer la paix, le vivre ensemble au cours de cette période délicate. Nous devons renforcer notre engagement pour une élection exemplaire. Une élection exemplaire. Et un avenir radieux pour notre pays, le Cameroun. Aussi, pense-t-il, les religieux ont un rôle fondamental à jouer dans ce défi. Les serviteurs de Dieu ont la lourde responsabilité à coordonner, à enseigner, à conscientiser sur le bienfait de la paix. Ce n'est pas les dirigeants d'un pays qui enseignent la paix. Cela nous revient. Ils entendent poursuivre leur sensibilisation dans leurs chapelles religieuses respectives. Honorable, une sortie qui intervient après une précédente. On a eu comme cet amalgame au niveau des guides religieux il y a quelques semaines. Et là, le ton, vous le sentez différent? Oui, le ton est différent, mais j'ai envie de revenir sur ce que l'imam Molu a dit tout à l'heure. D'accord. Il a dit qu'on ne doit pas voter des gens parce que pour une appartenance à une tribu et autres. Ce qu'il dit est très pertinent dans un pays où on a l'impression que le parti au pouvoir a essayé de, comment je vais dire ça, d'attribuer des partis d'attribuer les partis politiques à des ethnies. Vous comprenez un peu? Vous avez par exemple l'UDC aujourd'hui. Quand tu vas voir l'UDC, tu vas te dire ah c'est un parti de Bamoun. Tu vas voir le parti du MRC, tu vas dire ah c'est un parti de Bamileke. Tu vas voir le parti de Elombeli, Elibi Lobé. Et justement, on va se dire, justement, c'est un parti de Douala. C'est compliqué. Il y a finalement, on a l'impression que le RDPC s'arrange à être le seul parti qui va être vraiment un parti rassembleur. Est-ce que c'est le RDPC qui le fait? Ou alors est-ce que l'autre lecture qu'on peut avoir, que certains ont,
c'est d'observer également que la base politique, et qui c'est souvent électorale, de ces partis cités sont les localités d'origine du leader. Je sais pas, mais on a l'impression qu'on leur attribue ça. Moi, je suis en tout cas fière du PCRN parce qu'on a un parti qui est dirigé qui a été créé par un nordiste, qui est finalement dirigé par par un Bassa, qui a des élus dans le centre, dans le littoral et dans l'ouest, même dans l'est. Franchement, finalement, je pense que le PCRN est la meilleure alternative pour pouvoir gérer ce problème de parti tribu, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Maintenant, en ce qui concerne les religieux qui interviennent de plus en plus par rapport aux questions politiques au Cameroun, je pense que, qu'on le veuille ou pas, ce sont les gens qui sont le plus à l'écoute de la population. Ce sont eux qui reçoivent cette population-là, ils entendent les pleurs, les doléances et tout, et ils ont un devoir d'éducation également vis-à-vis de ces gens. Donc, je comprends qu'à un moment donné, ils aient trouvé le besoin de pouvoir s'exprimer sur les questions, et bien que certains l'aient fait de manière un peu excessive, mais je pense que c'est le ras-le-bol. Alors, parlons PCRN. Évidemment, dès l'entame, vous avez donné l'impression de clore le débat. Ben, je vais dire, il faut bien que la question soit posée. Quelle question? On a eu le sentiment d'une distance. Okay. Ces dernières semaines, après la publication de votre photo, sur l'une de vos photos, sur l'une de vos plateformes avec la première dame, oui. Cabral Libby, votre président national, a réagi. Okay. Et l'opinion a eu le sentiment qu'il y a comme une distance qui s'est créée. Question directe et simple. Quelle est votre relation avec votre parti et surtout, quelle est votre relation avec Cabral Libby, son président aujourd'hui? Je pense que les gens se sont interprétés les paroles du président Cabral Libby comme ils le souhaitent. Et on ne peut pas leur reprocher, et même les réactions vis-à-vis de moi, bien qu'il y avait certains qui étaient vraiment très très désagréables. Mais cela ne change en rien mon appartenance, ma conviction, mon combat. Je me suis engagée pour quelque chose de plus grand que moi, et même que le président Cabral Libby lui-même, c'est plus grand que nous deux. Et c'est bien sûr un Cameroun qui est beau, qui prospère, qui protège et qui libère les énergies. Donc la question, elle ne doit pas être posée aujourd'hui parce que est-ce que je suis encore dans le PCRN? Bien sûr, je suis dans le PCRN. Quelles sont mes relations avec le président toujours la vision. Je partage toujours la vision du président Cabral Libby, et je suis engagée aujourd'hui plus que jamais. Le parti a connu des divisions internes, ça on l'a également précédemment dit. Oui. Vous avez semblé faire votre choix entre Robert Conant. Vous avez dit que le parti était créé par un nordiste, dirigé par un Bassa. Alors, quelle est votre lecture de la situation interne de votre parti? Cette dissonance qui a mené le PCRN devant les tribunaux, comment vous le percevez? Comment vous l'analysez? Est-ce que les voies de sortie tracées pour vous sont celles qui sont les meilleures pour faire le moins de casse possible? Je pense qu'on a essayé le dialogue, ça n'a pas marché. On est au tribunal en ce moment, et je pense que les tribunaux vont trancher de cette affaire. Maintenant, en ce qui me concerne, il faut quand même avoir l'humilité de constater quand même que le président Cabral Libby, lorsqu'il prend la tête de ce parti politique en 2018, eh bien, le parti politique qui n'a pas l'ampleur qu'il a aujourd'hui, il y a beaucoup travaillé. Et c'est quand même assez formidable en quelques mois de pouvoir donner à ce parti politique 5 députés, plus de 200 conseillers municipaux. C'est énorme quand même. C'est énorme, c'est une première dans l'histoire du Cameroun et même dans l'histoire de ce parti politique en lui-même. Donc on ne peut pas prendre le travail de quelqu'un et des gens qui vont avec, parce que ce n'est pas seulement le président Cabral Libby, c'est nous tous, c'est toute notre énergie mise ensemble qui a participé à l'avènement de ce parti, lui donner la notoriété qu'il a aujourd'hui, le respect qu'il a aujourd'hui. Donc ce serait vraiment, j'ai pas envie de dire que c'est malsain, même si je le dis quand même, de pouvoir prendre tout ça, écraser et dire d'accord, parce que pour une histoire d'ego, eh ben, on fait tout. On doit, à ce stade de l'aventure, à ce stade où nous sommes, je pense qu'il faut regarder plus haut. Il faut regarder l'avenir du Cameroun. Il faut éviter d'être égoïste et voir plutôt la vision du Cameroun. Moi, je dis toujours, genre, le patriotisme nous manque. On a un gros problème de patriotisme dans ce pays. Il faut qu'on commence à être vraiment, vraiment patriote. Il faut arrêter d'être égoïste et de penser Cameroun. Pensons Cameroun. Ce sentiment d'appartenance-là.
travaillons pour le Cameroun. Mais cet égoïsme, vous le situez à quel niveau? Au niveau de l'élite, au niveau de la base, au niveau de la masse? Oh non, la base, c'est la base. La base ne fait que dire ce qu'elle ressent et on travaille pour la base. Ça ne serait jamais venir du côté de la base. Moi, je dirais au niveau justement de ce qui se passe au sommet du parti. D'accord. Je pense que j'ai été très claire lorsque je vous ai dit que quand le président Cabral prend le parti, il n'a pas le rayonnement qu'il a aujourd'hui. Donc il ne faut pas quand même balayer le travail des gens comme ça. Parce que le président, comme je vous dis, n'est pas seul. On est des milliers à avoir travaillé pour ce rayonnement-là. Et vous direz un mot à ceux qui pensent qu'en réalité, le MINAT y est pour quelque chose? No comment. D'accord. Cela dit, dans cette bataille, comment en sortir? Quelle bataille? Vous êtes au tribunal. Oui. Le PCRN au tribunal. Oui. Comment on en sort? Le tribunal va trancher. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Alors, quel rôle pensez-vous que vous, les dames du PCRN, vous êtes au moins 2 députés dames? Oui, nous sommes 2. D'accord. Quel rôle singulier, quelle est la valeur ajoutée précise que vous apportez au sein de votre parti, puisque vous êtes les élus au niveau de l'Assemblée nationale, mais au-delà sur l'impact sur les Camerounais, quelle est la valeur ajoutée de vous avoir, vous deux, comme députés? J'ai envie de dire, nous sommes des députés comme tout autre. Je ne sais pas pourquoi on a l'impression que quand on est une femme, on est un peu spécial et tout. Ah, les femmes, elles sont spéciales. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Oui, mais parfois, cette spécialité donne l'impression qu'on est marginalisé. Et c'est loin de c'est pas ce qu'on veut. On veut être traité de la même façon que les hommes, respecté de la même façon que les hommes, interrogé de la même façon que les hommes. Oui. Donc, non, mais on travaille énormément et on apporte une touche particulière au niveau du parti, bien sûr, et une approche totalement différente, que ce soit l'approche de ma collègue, l'honorable Ngoïsi, ou encore Matoche. C'est clair que on est assez différentes et ça permet de faire rayonner davantage le parti, vous voyez. Et on apporte beaucoup de modernisme aussi au niveau du parti. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Mais dans cette bataille, on a eu le sentiment de ne pas vous voir aux avant-postes. On a eu le sentiment d'un retrait, pendant que les autres semblaient prendre position officiellement, se montrer, dire on fait bloc derrière Cabral Libye. On ne vous a pas souvent senti dans cette Moi? Oui, Nourane. Vous parlez de moi? Bien vous. Mais vous êtes sur ma page là? S'il vous plaît, ma page c'est Nourane Foster. D'accord. Non, tout à fait faux, Monsieur Dipita. Si vous allez sur ma page, et d'ailleurs, juste après qu'il y ait eu ces tiraillements par rapport à ce qui s'est passé en début d'année, j'ai affirmé sur ma page, et de la manière la plus belle, mon appartenance, mon attachement, mon soutien vis-à-vis du président Cabral Libye. J'embrasse toutes les batailles, je suis dans toutes les batailles. J'ai peut-être pas la même façon de communiquer que les autres, mais je communique. Alors je suis engagée. Vous vous sentez libre de vos mouvements, libre de vous exprimer, libre de vos idées, sans contrainte aucune au sein du PCRN. Non, je pense que s'il y a une personne au PCRN qui s'exprime le plus et qui est plus libre, je dirais que c'est moi. Je dirais que c'est moi. Vous savez, les gens pensent que c'est la politique qui m'a donné ma visibilité, ma notoriété. Non, je suis visible et j'ai cette notoriété sur la place publique depuis très longtemps, depuis avant. Je dis souvent aux gens qui me suivent dans mon domaine d'entrepreneuriat que je suis celle qui a créé les ventes en ligne sur les réseaux sociaux. Ça demande une certaine présence sur les réseaux sociaux. À l'époque, je faisais pendant des directs 2500, 3500 personnes en ligne, vous voyez. Et ça témoigne de l'autorité que j'avais. Donc j'ai une ligne éditoriale, j'ai une façon de faire, et c'est pour ça qu'on m'a voté, c'est pour ça qu'on m'a élu. D'où vient ma revanche d'ailleurs en 2020 lorsque je décide de gagner à tous les prix. C'est un peu tout ça. Donc non, je pense que le président Cabral Libye, dès le début de mon mandat, parce que je me rappelle au début on me faisait beaucoup de reproches et j'ai eu cette discussion avec lui, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer ma façon d'être? Il m'a dit, vas-y, tu et toi, fais ce que tu vas faire. Et il a demandé à mes camarades de me laisser tranquille. D'accord. Pour le paraphraser. Parlons du processus électoral. Oui. De prime abord, quel regard portez-vous sur la façon dont le processus est mené, les inscriptions, la délivrance des cartes, jusqu'à qui sait peut-être l'ensemble du processus, sur la transparence, la crédibilité en vue des prochaines élections, notamment présidentielles? Oui. Ah non, je suis très inquiète. Ah bon? Ah non, je suis très très inquiète parce que
Pendant 42 ans, quand même, on a eu des fraudes au niveau des élections. On a eu beaucoup de tricheries. On a des gens morts qui votent. Et ça fait quand même beaucoup. Les listes qui disparaissent, les procès-verbaux. Et en plus, c'est le code électoral lui-même qui n'est pas bon. Aujourd'hui, on voit Elecam qui n'est pas capable de poster la liste les listes, justement. Tout ça, c'est des choses qui inquiètent énormément. Ça veut dire, on se dit, mais attends, il y a encore beaucoup de failles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le président Cabral Libi, suivi en fait avec d'autres partis politiques, avait décidé de faire une proposition de changement du code électoral, justement, au niveau du président de la République, même si ça n'a pas abouti. Mais c'est quelque chose de très, très inquiétant. C'est très inquiétant et ça nous demande de faire plus... Ça fait appel à plus de vigilance de notre part, un surveille de vote sans pareil. Donc, non, c'est pas tout aise, c'est inquiétant. N'empêche que l'enjeu, évidemment, il se dit, et les statistiques le montrent, que c'est la majorité de la population. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'inscription massive, notamment des jeunes, sur les listes électorales. Nous sommes à la veille de la fête de la jeunesse. S'il y a deux ou trois choses à dire à ces jeunes, ce serait, vous les encouragerez à aller s'inscrire, vous les encouragez à aller voter, vous les encouragerez à s'assurer que leur vote, les résultats correspondent au vote. Que direz-vous à cette jeunesse qui vous regarde ce soir? Alors, moi je vais vous dire en toute honnêteté, il faut prendre ses responsabilités. Parce que très longtemps, on s'est dit c'est l'affaire des autres, c'est pas pour nous, ça ne nous regarde pas. Non, c'est notre affaire, ça nous concerne. D'autant plus que nous sommes cette jeunesse qui est appelée à vivre les 40 et 50 prochaines années dans ce Cameroun. Donc, il est très important qu'on puisse prendre nos responsabilités à temps. Il faut s'inscrire dès qu'on a 21 ans, il faut absolument s'inscrire sur les listes électorales. Il faut voter, il faut provoquer cette alternance-là à la tête du pays pour qu'on puisse avoir un Cameroun meilleur, qu'on puisse changer notre situation économique, qu'on puisse changer notre système de santé, qu'on puisse changer notre système éducatif, qu'on puisse changer le système des emplois, qu'on puisse changer les problèmes qu'on a avec les taxes et les impôts, ainsi de suite. Il faut un changement majeur. Il faut vraiment revoir toute cette politique-là. Et la politique, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est nous tous qui contribuons. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à un éveil de prise de conscience, un peu de patriotisme. Mais est-ce que notre environnement sociopolitique et même économique favorise la participation en tant qu'électeur, mais aussi en tant que candidat des jeunes, des femmes à ce genre de processus, à ce genre de scrutin? Écoutez, je pense que c'est une question de volonté. Si on a envie de s'inscrire sur les listes électorales, on va le faire. Et non seulement on va le faire soi-même, mais on va attirer 2-3 personnes, 2-3 voisins, 2 grands frères, 2 petites sœurs, et on va tous aller. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que le vote, il est d'abord personnel, et c'est en plus un devoir citoyen. Donc, est-ce que le système favorise? Il n'est plus question de voir si le système favorise ou pas. Il est question de prise de conscience à masse, d'éducation des masses. À ce système de vote. Vous voyez le Nord Cameroun, par exemple, s'ils sont ceux qui votent le plus, c'est parce qu'ils ont été éduqués à ça. Ils ont appris cette culture du vote et tout et tout. Chez eux, la carte d'électeur, ça va avec la carte d'identité, carrément, de pair. Bon, j'ai l'impression que dans le Grand Sud, ça n'a pas été le cas. Notamment à l'Ouest, où on a demandé aux gens de même pas faire la politique. Vous voyez un peu ce genre de cliché, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, il faut un changement massif. Et le changement ne peut passer que par les urnes. Un changement pacifique, c'est l'idéal pour notre Cameroun. Donc il faut le faire, il faut conscientiser les populations, il faut aller, je ne sais pas combien de fois je vais le dire, mais je le dirai tant que je respire. Le temps que vous respirez, on repart à la régie pour essayer de voir la rencontre entre la presse et la commission mixte France-Cameroun, la commission mémoire. Le coprésident de cette commission, l'artiste Blik Mbassi, a donc rencontré les hommes de médias à Yaoundé. 2 ans de travail sur le terrain, à écouter, à comparer et à confronter aux archives françaises les dires des témoins directs et indirects du rôle et de l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements nationalistes et indépendantistes au Cameroun sur la période 1945-1971. Une centaine de personnes ont été rencontrées par les membres de la commission mixte franco-camerounaise, mais beaucoup reste encore à faire. Nous n'avons pas mis aujourd'hui des méthodes d'enseignement qui nous permettent, nous en tant que Camerounais, en tant qu'Africains, d'aller à la recherche de l'information. Par contre, dans nos traditions, nous avons encore ces méthodologies qui permettent d'invoquer la réparation, d'invoquer les âmes et de faire en sorte de leur demander comment est-ce qu'on aborde le futur. Donc le fait qu'on mette en place une commission, dans une commission comme celle-ci, c'est une chance pour nous, une partie qui allait permettre de peut-être amortir ça un tout petit peu,
les déconnectés que nous sommes, parce que complètement spoliés. Le défi pour celui qui a co-dirigé la commission mixte pluridimensionnelle, c'est la réconciliation des Camerounais avec eux-mêmes et avec leur histoire. Pour moi, à mon sens, de ce travail que nous devons faire, c'est d'abord pour nous réparer nous-mêmes. C'est d'abord pour pouvoir savoir nous-mêmes ce qui s'est passé. C'est d'abord pour pouvoir être au courant de notre propre histoire et de permettre aux nouvelles générations, si elles ont envie d'écrire l'histoire de leur pays, d'avoir assez d'éléments d'information réels qui leur permettent de pouvoir écrire ce récit. Longtemps tu et méconnu, le rapport de la dite commission a été récemment remis au président français et camerounais. Ce 5 février 2025, quelques membres de ce groupe de travail ont donné une conférence de presse à Yaoundé. Les résultats de ces travaux vous inspirent? Ça vous inquiète? Ça vous Alors, je trouve que la démarche, elle est bonne quand même, parce qu'il est question de connaître l'histoire du Cameroun, et je pense que ça, c'est très important. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle je reviens souvent. Je dis, pour pouvoir unir un peuple, il faut qu'ils aient une histoire en commun, quelque chose qui les attache. Et connaître son histoire fait partie de ces choses-là. J'espère que ça sera renseigné dans nos écoles, au lieu d'apprendre des choses sur la Première Guerre. Vous n'avez pas des appréhensions comme certains historiens qui estiment que l'histoire est galvaudée, telle que racontée par... Honnêtement, j'ai pas vu les travaux, j'ai pas vu ce dont il était question, mais je trouve que la démarche, elle est bonne. Maintenant, les détails, je les ai pas. Voilà. Alors, nous rentrons pour ces élections à venir. Quel est le rôle singulier, quelle est la valeur ajoutée que vous entendez apporter dans le processus au sein de votre parti, mais vous êtes élu de la nation, au-delà de votre parti également? Alors, mon rôle va être celui que j'ai toujours mené, même déjà en 2018. Ça va être la mobilisation énorme, la communication, la sensibilisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et bien sûr, l'inscription massive des Camerounais sur les listes électorales. Donc, ça va être vraiment notre apport là-dessus, moi ainsi que tous mes coéquipiers. L'air est aux coalitions. Oui. Coalition des partis politiques. Tout à fait. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de coalition en ce moment. Et je pense que mon président, en 2018, avait fait un très bon exemple. Il avait montré patte blanche à l'époque. Et il avait justement proposé qu'il y ait justement cette coalition-là. Mais tout le monde se revendique être l'initiateur ou celui qui aura le plus cherché de coalition, surtout les candidats de 2018. Ça s'entend dans d'autres partis, dans d'autres regroupements de partis également. Oui. Nous avons tout fait pour les coalitions, mais le résultat il est souvent cinglant, il est souvent fatal. J'ai failli dire, les gros partis en termes de captation de l'électorat n'arrivent souvent pas à ce résultat-là. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis, les partis ont chacun la même ambition. Ça veut dire que tout le monde cherche à être à la magistrature suprême. Et bien sûr, s'il y a coalition, il faut pouvoir mettre sur pied quand même certaines conditions dans lesquelles ça va être accompli. Personnellement, moi, je pense à pas une candidature unique, mais une candidature majeure. Ou alors, dans ce cas, on aura les plus grands partis d'opposition qui vont se mettre ensemble et qui vont présenter une candidature. C'est-à-dire, au lieu d'avoir, comme on en a 300 de partis politiques, eh ben, on a peut-être 3 ou 4 qui se présentent et vraiment tout le monde essaie de se mettre derrière eux pour éviter justement la dispersion des voix et qu'on est un peu plus concentré et que bien sûr les égos des uns et des autres également soient respectés, si je peux dire ça comme ça. Donc vous seriez prête à soutenir un candidat issu d'une coalition? Moi, j'ai dit encore, je suis pour une coalition majeure, où on a peut-être 3-4 candidats au lieu d'un seul candidat. Ça, moi, j'y crois. Personnellement, c'est ce que je pense. En même temps, maintenant, si on n'arrive pas à s'entendre sur une coalition au niveau de la tête, on peut avoir des coalitions ailleurs. Ça veut dire qu'on peut avoir des coalitions en ce qui concerne le surveil du vote, par exemple. On peut avoir des coalitions en ce qui concerne les inscriptions sur liste électorale. Tout ça, c'est un travail qui demande beaucoup de mobilisation, beaucoup d'argent aussi. Et on peut donc se mettre ensemble pour faire face à ce géant qui est Alors, quelle serait votre démarche? Avoir la coalition qui semble porter la crédibilité, la confiance et qui sait peut-être le maximum de voix possible, la soutenir ou soutenir le choix de votre parti politique? Alors, la question, si elle est posée de cette façon, elle ne se pose pas. Je choisis le choix de mon président. D'accord. Je ne dis pas mon parti politique, je dis bien mon président. D'accord. La nuance est importante.
S'il me dit va à gauche, je vais à gauche. S'il me dit va à droite, je vais à droite. Ça, c'est clair. Maintenant, voilà, comme je dis, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc, je pense que les gens sont dans les cuisines en train de préparer des choses et on verra ce qui va se présenter. Alors, mais il faut dire aujourd'hui, le PCRN quand même est un grand parti qui a beaucoup travaillé, qui a une grande autorité et il faut quand même le prendre avec beaucoup de respect. On a quand même 5 élus et on a 200 conseillers municipaux, contrairement à d'autres partis politiques qui ne peuvent pas se taguer de la même réussite. Voilà. La question du financement, évidemment, elle se pose. Oui. On le disait en riant tout à l'heure, le MRC a fait une forme d'appel à l'épargne. Le MRC demande aux Camerounais de contribuer. Ils ont d'ailleurs mis un objectif, atteindre 6 milliards de francs CFA. Pour vous, quelle est la meilleure approche? Cette façon-là, ça vous tente? Ou alors, vous avez d'autres façons de voir qui permettent aux partis politiques de mobiliser les fonds nécessaires pour aller à la bataille politique? Alors, personnellement, moi, je ne sais pas s'il y a une bonne recette à ça. Je pense que toutes les recettes sont bonnes. Et s'il faut mobiliser de l'argent, il faut le faire par tous les moyens, bien sûr. Et surtout qu'on n'a plus beaucoup de temps, parce que les gens voient comme s'il y avait beaucoup de temps, mais en réalité, il n'y a pas... c'est pas dans longtemps, quoi. Donc, non, il faut mobiliser l'argent par tous les moyens nécessaires, mais bien sûr, les moyens légaux. Est-il nécessaire de faire une coalition pour battre le RDPC? Est-ce que vous, le PCRN, dans toutes vos stratégies, tout votre déploiement, vous n'êtes pas en confiance de vous dire on va aller véritablement affronter le RDPC et les autres partis, si jamais? Monsieur Dibita Tongo, Madame, sommes-nous arrivés combien en 2018? On est arrivé quantième? Rappelez-moi. Deuxième. Après le président. Troisième. Quelle expérience avions-nous à l'époque? Pas grand-chose. 11 millions d'inscrits. Ou 11 millions de citoyens. 11 millions de citoyens. Voilà, on avait une expérience de 2 ans, tout au plus. Aujourd'hui, nous sommes forts quand même de nos, je dirais 7 ans d'expérience aujourd'hui, 5 élus à l'Assemblée nationale, plus de 200 conseillers municipaux et des sympathisants à travers tout le pays et une autorité sur le plan national et international. On a travaillé, on a fait du chemin depuis ce temps-là. Et en plus, nous avons des élus. Ce n'est pas le cas d'autres partis politiques qui peut-être ne pourront même pas se présenter aux élections parce qu'ils n'ont pas d'élus. Est-ce qu'on peut aller? Je pense qu'on l'a fait en 2018 avec moins d'expérience, moins de talent et moins de moyens. On l'a fait, on est arrivé 3e. Est-ce qu'on peut le faire en 2025? Tout à fait. Je pense qu'on peut le faire. La question c'est, est-ce que c'est le choix du président Cabral-Libye? Qu'est-ce qu'il va décider? Le Cabral, chez vous, c'est quoi? C'est un omniscient, omniprésent, omnipense tout, je veux dire. Vous êtes dans un parti politique, M. Dibita Tongo? Ah non, du tout, pas encore dans tous les cas. Pas encore, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous pouvez m'en dire. Vous m'en dites, ça se passe comment? Non, écoutez, il a une vision. D'ailleurs, je pense que vous avez certainement lu les 2 livres qu'il a commis. Absolument, je l'ai d'ailleurs reçu, si on en a beaucoup parlé. Exactement, et nous on partage cette vision-là. On pense qu'il il sait ce qu'il faut. Et on est loin de se taguer, d'avoir son expertise ou quoi que ce soit. Et dans une organisation, il faut respecter le leader. C'est très important. Ce n'est pas une bataille de jupons. Il faut respecter la tête qui est là pour apporter un certain apaisement. Et moi, je pense que c'est tout à fait cela. C'est comme ça que fonctionne un parti politique. D'accord. Mais pour vous, quelles sont les conditions à réunir pour qu'une coalition soit forte, structurée, capable de tutoyer le parti au pouvoir, qui sait peut-être remporter l'élection présidentielle? Pour moi, premièrement, il va falloir s'entendre. Ça, c'est très important. Il va falloir qu'il y ait des conditions claires et nettes, là où tout le monde va se retrouver, et que ce soit signé par tous, et que, notamment, on aille comme un seul homme. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit au début, on est très ouvert aux coalitions. Pour nous, au niveau du PCRN, ça ne nous pose aucun problème. Le président l'a dit plusieurs fois. Donc là n'est pas le débat. Le débat, c'est comme vous l'avez dit tantôt, quelles sont les conditions? Et pour moi, comme ça, même l'homme de la rue, ce serait donc justement que tout le monde soit à l'aise dans cette coalition. D'accord. Est-ce possible? C'est ça la question. Je vous renvoie la question. C'est ça la question. Au regard des acteurs, au regard du contexte. Je ne sais pas, je ne suis pas présidente de parti politique, donc... Mais non, vous êtes femme politique, je veux dire, vous êtes avisée. Je suis avisée. Vous êtes certainement même dans le secret des dialogue qui se fait entre leaders pour savoir ce qui peut se mettre en place. Est-ce qu'il y a des négociations? Oui, il y a des négociations. Maintenant, elles vont aboutir à quoi? On verra, le temps nous dira.
Quel est le pourcentage de chances qu'elles aboutissent? 50-50? À ce point-là. C'est assez pour vous ou bien c'est assez juste? C'est juste, mais c'est possible. D'accord. Parlons de l'OMS. Oui. Le ministre de la Santé publique représente le Cameroun à la 56e session du Conseil de l'Organisation mondiale de la santé. Après la 3e journée, voilà ce que nos reporters ont capté de ces assises. Au 3e jour de la 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé à Genève le 5 février 2025, le ministre de la Santé publique est monté au créneau pour porter la voix du continent africain. L'intervention du docteur Manaouda Malachi est notamment axée autour des maladies non transmissibles. Nous avons essentiellement centré les débats sur la réduction de la charge, n'est-ce pas, des maladies non transmissibles. Il a été question de parler notamment du diabète, du cancer du col de l'utérus, de la santé bucco-dentaire, de la santé mentale et l'ensemble, n'est-ce pas, des maladies non transmissibles. Donc le Cameroun a proposé, n'est-ce pas, à l'ensemble de cette instance quelques mesures, notamment l'accentuation des mesures de sensibilisation et de prise en charge. Ajoutez à cela l'accès aux soins et la sensibilisation sur les mesures à prendre pour minimiser les facteurs de risque. L'accès aux soins aussi, parce que vous savez très bien, lorsque nous prenons un certain nombre de ces maladies, les coûts, n'est-ce pas, de prise en charge sont assez élevés. Donc nous avons proposé qu'il y ait un aménagement des mesures pour l'accès aux soins. Nous avons proposé l'encouragement des mesures visant à mitiger les risques, notamment une nutrition équilibrée, des exercices physiques. Et puis nous avons aussi demandé que les acteurs, les différents acteurs, les ONG qui œuvrent déjà dans ce sens-là, dans la sensibilisation, dans l'éducation, dans le diagnostic et la prise en charge soient également encouragés. Au cours des travaux du 5 février 2025, une proposition de feuille de route mondiale a été faite pour venir à bout de certaines maladies non transmissibles d'ici 2025. Retour sur le plateau à 20h01. Je rappelle que nous avons comme invité ce soir l'honorable Norane Fossing, députée à l'Assemblée nationale, femme d'affaires qui depuis 19h nous entretient évidemment sur l'actualité politique nationale. Sincèrement, êtes-vous sereine quant à cette année électorale, quant à la participation des partis politiques de l'opposition dans un environnement, un contexte pénible? Avez-vous le sentiment que l'élection d'octobre prochain se déroulera dans un climat accessible, paisible? C'est une très très bonne question, M. Dipita Tongo. Je pense que ça serait malhonnête de dire que oui, on pense que ça va se passer bien, tout va être serein. Non, il y a beaucoup de paramètres qui nous inquiètent. Aussi bien nous, les hommes politiques, que le simple Camerounais de la rue. C'est des choses difficiles. Ça veut dire, on en parlait tantôt, le code électoral qui n'est pas bon, et l'ECAM qui n'est pas en train de faire son travail. On ne sait pas encore qui va voter où. Il y a beaucoup de petits soucis. Sans parler du MINAT qui ne rend pas la vie facile, avec des prises de position parfois très dures, c'est pas vraiment ce qu'ils cherchent, mais c'est des choses qui peuvent vraiment inquiéter et déstabiliser la population. Et vous savez, c'est pas bien. C'est pas bien. Quand on a une année électorale, il faut que le climat soit apaisé, calme. Mais l'année en elle-même n'est pas en train de bien commencer, en vérité. Donc, on se pose beaucoup de questions, on se prépare en conséquence, bien sûr, et on prépare l'électorat et on sensibilise la population parce que, au bout du compte, c'est eux le grand patron. C'est la population, c'est le peuple camerounais qui est le grand patron. Ce sont eux qui vont décider à la fin comment les choses vont se passer. Et cela est extrêmement important qu'ils disent leur mot le moment venu. Jusqu'à quel niveau de résilience, vous, le PCRN, êtes-vous prêt à partir? Le mot d'ordre, c'est inscrivez-vous, votez, défendez votre vote. Oui. Jusqu'à quel niveau de résilience le PCRN est-il prêt à faire le sacrifice pour que les résultats des urnes reflètent le choix
des électeurs. Vous savez, le PCRN a pour slogan « L'humain au centre de tout ». D'accord. Donc notre résilience, elle est vraiment au plus haut niveau que vous pouvez imaginer. Parce qu'après tout, au PCRN, on se dit, on ne le fait pas pour nous, c'est pas pour les égos personnels, c'est pas pour l'ego personnel, c'est pour la population, c'est pour le Cameroun, un meilleur Cameroun, un Cameroun émergent, un Cameroun où la population se retrouve, là où la jeunesse brille, là où on n'a pas des gens qui fuient, qui partent au Canada, là où il y a le désespoir et tout. Et on a l'impression qu'il y a une très petite poignée de personnes qui profitent de ce Cameroun-là. Où les gens vont vous dire dans la rue, non, ça c'est l'affaire des autres, ça c'est pour les autres. La résilience, elle est vraiment au maximum. On est prêt à tout. D'accord. Dans la paix, bien sûr, pour pouvoir respecter ce choix. Vous m'avez arraché la question qui suit. J'ai failli demander également l'appel à la mobilisation, aux marches, comme on a pu le voir sur certains autres partis politiques. Ben, écoutez, c'est des façons de s'exprimer aussi. Okay. Donc, si jamais c'est nécessaire, je pense qu'on fera appel à ça. C'est le droit citoyen, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose qui doit faire peur, mais c'est un droit citoyen de manifester au niveau des rues. Tant que vous avez l'autorisation, vous avez le droit, vous avez l'obligation d'informer l'autorité et vous marchez. Vous revendiquez quelque chose. D'accord. Je pense que le président Paul Biya, lorsqu'il a fait appel au multipartisme, à l'époque, il savait toutes les conséquences que ça allait avec. Donc, ça ne devrait pas poser un problème aujourd'hui. C'est son œuvre. D'accord. L'actualité, le débat pour certains partis, notamment le MRC, vous me direz ce que vous en pensez, se situe autour de la candidature de Maurice Kamto. Soit du MRC, soit un autre parti qui pourrait porter sa candidature. Certains estiment même qu'il pourrait ne pas être candidat. Vous, quel commentaire auriez-vous autour de cette actualité? Moi, j'ai le commentaire de la loi. Je vais dire que quand même, la loi au Cameroun dit pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles, il faut avoir un élu. D'accord. Malheureusement, le MRC, il n'en a pas. C'est vraiment dommage parce que moi, en 2020, j'avais vraiment regretté pourquoi le MRC n'était pas parti aux élections. Aujourd'hui, il nous aurait donné, si le MRC était parti, on aurait eu certainement plus d'opposants au niveau de l'Assemblée nationale, ils auraient eu plus d'élus, ça aurait changé la situation des Camerounais à cette époque-là. Mais bon, le président Kamto, il sait pourquoi il s'est abstenu, il a ses raisons certainement. Et ces raisons, quelles que soient ces raisons, je pense qu'elles n'ont pas servi les Camerounais. Et d'ailleurs, ça n'est pas en train de le servir aujourd'hui parce que, à cause de cela, il risque de ne pas pouvoir se présenter aux élections présidentielles, du moins avec le MRC. Non, voilà. Donc, pour vous, dans cette configuration, quel serait j'ai fait du nom de parti idéal, mais là, la question n'est pas dans ce sens. Ce que je vais exprimer, c'est de dire que les partis qui mobilisent beaucoup les jeunes, MRC, PCRN, qui se retrouvent distants à la dernière ligne droite de l'élection, évidemment, font que les voix soient partagées entre vous et laissent un boulevard au RDPC. Pour vous, quelle serait la meilleure alchimie? Une coalition MRC, PCRN? Je pense qu'une coalition MRC, PCRN, ça serait l'idéal. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, nous sommes les deux partis qui mobilisons. Mais malheureusement, le MRC ne pourra pas partir avec le parti MRC. Donc, ça, c'est d'une évidence. En fait, c'est la loi qui le dit. D'accord. Donc, ça va être compliqué pour eux d'aller. Donc, il n'y a que le PCRN qui pourra vraiment mobiliser à ce niveau-là. Et je suis d'accord qu'on peut croire, qu'on peut penser qu'il peut y avoir un boulevard pour le RDPC. Mais non, mais les Camerounais ne sont pas dupes. Ils se sont réveillés, Et je ne pense pas qu'ils veulent avoir les mêmes problèmes. Vous savez, il y a une réponse très pertinente que je donne souvent lorsque les gens me demandent « Mais vous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous n'avez encore rien fait pour nous, vous ne vous battez pas. » Je leur dis que « Mais attendez, nous sommes 5 au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a 180 députés à l'Assemblée nationale, dont 170 du parti au pouvoir. Vous les avez mis à cette position. Pourquoi vous ne leur demandez pas des comptes ? C'est vous qui les avez élus là-bas. Pourquoi vous ne leur demandez pas des comptes ? Vous venez demander à 5 députés de l'opposition qui... Mais sérieusement, c'est toujours vous, les Camerounais, qui devez prendre position aujourd'hui et changer cela. Mettez les gens que vous voulez au niveau de l'Assemblée nationale, les gens que vous voulez au niveau de la magistrature suprême. Il est temps de changer. C'est votre devoir, c'est votre responsabilité. Vraiment, il ne faut plus blâmer tout le monde. Non, on fait donc pour vous, pour que vos actions soient pertinentes, il faut un nombre supplémentaire de députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est quand. Ça, on en parlera en 2026. Pour l'instant, là, c'est l'année présidentielle. C'est la présidentielle. C'est la présidentielle, c'est de ça qu'il s'agit et on va pour les présidentielles. Mais quelle est votre stratégie de mobilisation, donc, autour de votre candidat?
Alors, la stratégie, elle a commencé depuis très longtemps. On est déjà sur le terrain, on inscrit massivement. On est en train de refaire nos comités de base, on est en train de faire davantage, on est en train de rassembler. On a des petites réunions, justement, on a au niveau des quartiers et tout. D'ailleurs, moi-même, je vais commencer des descentes de terrain plutôt très, très intenses. À partir du mois de mars, justement, on est en train d'organiser ça. Donc, on va mobiliser énormément. Et moi, en particulier, je ne vais pas mobiliser seulement au niveau de Douala. On va le faire un peu partout dans le Cameroun. Parce que, voilà, c'est les présidentielles. Donc, voilà, c'est vraiment le terrain. C'est pas magique. C'est pas magique. Ça se fait pas dans les bureaux. Il faut être sur le terrain là où ça se passe. Le président Sarkozy avait dit à une époque où il était très détesté. D'ailleurs, il expliquait que pour qu'il puisse être élu maire, il a dû serrer la main de tout le monde dans sa commune. Et moi, je pense que c'est ça. C'est justement ça. Plus tu es proche de la population t'embrasse et ils te suivent. Les gens ne veulent pas les gens qui voient juste à distance. Ils veulent des gens qui les côtoient. Et ça, c'est le PCRN. On est sur le terrain. Mars-octobre, vous aurez le temps nécessaire pour parcourir tout le Cameroun? On l'a fait déjà en 2 semaines pendant les élections présidentielles. Et là, on a 8 mois, donc oui, c'est largement suffisant pour faire le tour du Cameroun, même 10 fois. L'autre enjeu des élections, et on a pu l'observer au début des années 90, avec l'élection de 92, la véritable première retour du multipartisme, la société civile, que certains ne semblent pas beaucoup percevoir dans le jeu politique, dont on a l'impression qu'elle a un pied en retrait. Est-ce qu'aujourd'hui, cette perception reste? Avez-vous le sentiment que la société civile camerounaise aujourd'hui joue entièrement son rôle en période électorale ou non? Est-ce qu'elle peut également contribuer à la mobilisation des électeurs? Alors, oui, je suis totalement d'accord avec vous que depuis quelques années, c'est plus vraiment le cas. Ils ne mobilisent pas autant, ils ne font pas le travail comme il faut, parce qu'ils ont aussi beaucoup de restrictions, de contraintes, ils sont restreints, ils sont combattus. Ils sont très combattus. Donc je comprends qu'ils ne puissent plus se déployer comme avant. Quand tu as une épée de Damoclès sur toi, c'est clair que tu ne t'exprimes pas comme il faut que tu le fasses. Mais je pense que 2025 va libérer beaucoup d'énergie. Elle va libérer beaucoup de personnes. Donc les gens vont être plus amènes à s'exprimer. D'ailleurs, on commence déjà à le voir avec les hommes d'église qui s'expriment. Ce n'était pas le cas. Les religieux. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'installe déjà de ce 2025 et certainement ils vont pouvoir travailler davantage. Et nous on a besoin d'eux parce qu'ils ont un grand rôle de mobilisation, de sensibilisation et ils font un travail de base vraiment. C'est très technique leur travail et ça c'est important. Vous avez le sentiment qu'en ce moment ils le font? Je pense qu'ils ont recommencé, ils ont repris. Moi-même j'ai participé déjà à quelques conférences avec les sociétés civiles depuis le début d'année, déjà 3. Donc c'est du concret, ça se fait. D'accord. Cela dit, pour revenir à nous sommes dans les 10-15 minutes avant la fin, donc peut-être on va d'abord prendre le dernier reportage sur la journée mondiale contre les mutilations génitales à Yaoundé, le ministère le ministère des Femmes, je vais le dire comme ça. Madame, on va regarder le reportage et on revient juste derrière commenter avec Noran. Des années après, mais la douleur et le traumatisme restent présents. Je n'avais que l'âge de 5 ans lorsque j'ai été victime de cette pratique. C'était mes oncles et mes tantes. Ils m'ont pris, ils m'ont amené. J'hurlais tellement de douleur. Dans le monde entier, 200 millions de femmes en vie ont subi des mutilations génitales féminines et chaque jour, 12 000 jeunes filles sont exposées à ces pratiques déshumanisantes. Cette pratique est faite sans anesthésie et les conséquences sont dramatiques parce que le docteur Molu vous a présenté et avec des dessins à l'appui des modèles anatomiques de ce qui arrive à l'appareil génital féminin quand il est soumis à cette pratique qui se fait souvent dans des conditions très sales. Au Cameroun, le phénomène se fait à la base dans les régions du centre, du sud-ouest et de l'extrême nord, mais avec les déplacements de population, elle se pratique désormais dans diverses localités.
D'origine traditionnelle ou religieuse, les mutilations génitales féminines sont sanctionnées dans le code pénal, d'où la nécessité de la dénonciation. Mais l'État ne peut pas sanctionner si on ne sait pas qui fait quoi. C'est pour ça qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer, il faut dire que ça se passe à tel ou tel endroit pour que l'État puisse intervenir. Et une fois la personne qui pratique donc cette mutilation est sanctionnée, il faut aussi lui permettre de pouvoir, parce que c'est une activité génératrice de revenus, disent-elles ces personnes. Il faut donc qu'on puisse les reconvertir. Sa voix, son avenir, thème de la 18e édition de la Journée internationale de la tolérance zéro aux mutilations génitales, célébrée ce 6 février 2025. Une exhortation à l'espoir, à la reconstruction et à l'implication des victimes dans la lutte contre ces actes. Vous l'avez retenu donc, Marie-Thérèse Catherine Ondoa, qui est la ministre. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour sortir de l'émission. Reparlons des jeunes, de l'entrepreneuriat jeune. Vous, très jeune, vous êtes lancé dans les affaires. Oui. À la vingtaine d'années. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, on a des masters et plus qui sont dans le chômage, donc des jeunes de plus de 30 ans. Quel est le secret, Noran? Je veux dire, vous avez eu la chance d'être d'une famille relativement aisée? Non. Pas du tout? Non. Donc, mais quel est donc le secret? Comment vous avez fait pour y parvenir? Écoutez, moi, une anecdote que je raconte souvent sur les réseaux sociaux, je dis aux gens que moi, quand je suis arrivée à Douala, je prenais Socature tous les jours. Aqua Bonabéry, Aqua, 150 francs CFA pour pouvoir économiser, pour pouvoir aller au travail, mon petit boulot que je faisais juste avant d'aller à l'université. Je ne viens pas d'une famille aisée, je viens d'une famille décente. Je suis fille d'enseignant d'université, mon père il travaille à l'ASTI, à Bouya. Mais j'ai une bonne éducation. Ils se sont dépensés quand même à me donner une bonne éducation, ça c'est clair. Je suis quelqu'un qui aime les affaires. Et peut-être parce que j'ai un tout petit peu grandi dans ce climat-là où il fallait entreprendre et tout. Mon père a toujours encouragé cela. Il n'a jamais été contre. Il me donnait même de l'argent pour que je puisse faire mes affaires. Je me rappelle que je lui demandais souvent, tu sais, l'argent des 3 prochains mois, donne-moi tout ça, là, je vais investir et je vais faire un truc. Et il le faisait. Il n'a jamais refusé. Il a toujours encouragé cet esprit entrepreneurial. Et il n'y a pas de secret, M. Dipita. Le truc, c'est de pouvoir vouloir et le faire. C'est vraiment une question de volonté. J'ai commencé à travailler parce que les gens vont se dire que j'ai parachuté. Non, j'ai acquis beaucoup d'expérience professionnelle. J'ai commencé à travailler ma première année universitaire. Je travaillais quelque part là où on me donnait 40 000 de salaire et j'ai fait presque 1 an là-bas et on me payait même pas certains mois. N'empêche, j'ai gagné en expérience professionnelle. Grâce à ça, j'ai pu avoir un petit boulot à Guinness, là où j'ai pu avoir un peu plus d'argent et gagner de l'expérience professionnelle, ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai cumulé une expérience professionnelle d'à peu près 7 ans avant de me lancer dans les affaires. Et c'est comme ça que je me lance dans les affaires et je décide de devenir quelqu'un. J'essaye un business, ça ne marche pas parce qu'on parle souvent des succès, on ne parle pas des échecs, mais franchement, je me suis bien cassé la gueule. Il y a même, on avait lancé les applications Agriap à l'époque, je me rappelle très bien, où on a perdu des dizaines de millions parce que ça marchait, parce que le marché camerounais n'était pas prêt à ce genre d'investissement. Mais c'est la volonté, la détermination, la persévérance. C'est ça qui forge l'âme de l'entrepreneur. Moi, je reproche souvent à l'État du Cameroun de ne pas mettre en avant de plus en plus de champions. D'accord. Je ne vais pas dire des capitaines d'industrie, ils sont déjà grands, mais je parle des petits champions qui réussissent dans les affaires et de qui les jeunes peuvent s'inspirer. Il y avait une émission très intéressante ce matin chez un de vos confrères à Yaoundé. J'ai beaucoup aimé le casting parce que c'était vraiment ça. C'est ça le Cameroun qu'on veut. C'était des champions et ils avaient quelque chose d'important à présenter. Et comme ils le disaient eux-mêmes, ils n'avaient jamais eu une audience pareille. Ça veut dire que le Cameroun veut rêver. Il veut avoir un success story qui est à côté de lui. Pas juste l'histoire du voisin, pas l'américain, le nigérien et tout. On veut nos gens. Quelqu'un chez qui tu peux t'approprier. Et ça, c'est très important. C'est pas très théorique, ça, Noran. Non, c'est pas théorique. Comment on a un capital de 5 francs c'est concret. Moi, je vais te dire, j'ai travaillé. Mon argent avec lequel j'ai commencé à investir, c'est l'argent de la tontine. Moi, je le dis. Parce qu'on a l'impression que c'est mystique. Non, c'est de l'argent de la tontine. J'ai pu garder de l'argent de côté et j'ai commencé à lancer ma première affaire. Moi, je livrais. Il y a des gens qui peuvent me reconnaître aujourd'hui.
que j'ai été chez eux, toc, 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 j'ai ta livraison là, oui, tu ouvres, je te donne. Aujourd'hui, ils me disent, quand je rencontre cette personne, Nora, tu te souviens, tu venais, je livrais dans des banques, je livrais. C'est la vérité, ce n'est pas théorique, c'est pas le rêve. Le travail, c'est sur le terrain. Le problème, c'est que les jeunes de nos jours, ils veulent s'asseoir derrière leur écran, travailler sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, on se fait pas de l'argent sur les réseaux sociaux. Le vrai travail, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, quand tu lances un recrutement et que tu veux employer peut-être 100 stagiaires, par exemple, comme je le fais pendant les vacances, et je les mets en route, vous avez des commentaires sur les réseaux comme quoi, ah, il faut que vous allez envoyer les enfants des gens sous le soleil, sous la pluie. Je suis désolée, moi je l'ai fait. Moi j'ai fait ça. Et je prenais Sokatu pour rentrer, pour revenir au travail. Je l'ai fait. Vous pensez que ça parachute comme ça parachute pas. C'est là le fait d'avoir travaillé sur le terrain, d'avoir connu la souffrance, qu'aujourd'hui je connais la valeur de l'argent, je sais comment gagner 5 francs. C'est pas derrière les réseaux sociaux. De peu aujourd'hui que quelqu'un a un peu d'argent, il se voit plus en train de se salir, machin et tout. Mais non, il faut travailler. Le mot travailler, c'est un mot, quand tu l'écoutes, dans ton corps, tu sens que c'est dur. C'est fait pour que ce soit dur. Travailler est dur, travailler n'est pas facile. Et gagner de l'argent, c'est encore mieux. Le sentiment, quand tu gagnes tes 5 francs, c'est superbe. Je fais des conférences dans des universités. Récemment, j'étais encore dans une université. Il y avait presque 2000 étudiants. Je vois la rage de vaincre dans les yeux de nos jeunes. Mais c'est que de la rage. Après, c'est quoi? S'il faut parler de la jeunesse, c'est trop long, on dit Peter, c'est beaucoup. Encore deux questions avant de mettre un terme. Oui. D'abord, évidemment, on n'a pas cessé de le dire, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc oui. Vous faites votre actualité, mais vous suivez également l'actualité des autres. Tout à fait. Une récente photo sur un compte de Samuel Eto'o-Fils a été publiée il y a quelques jours. Oui. Et ça a suscité comme un challenge. D'accord. Auquel vous avez participé. Oui. Vous avez révélé... D'ailleurs, je l'ai initié, tu veux dire. Disons-le comme ça. Vous l'avez initié. Donc, vous l'avez félicité, lui, Samuel. Oui. Et vous avez révélé qu'à 26 ans, vous aviez construit un immeuble. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Et oui, je l'ai fait à 26 ans. C'est possible quand vous avez les moyens. D'ailleurs, depuis que j'ai eu cet immeuble-là, depuis que je suis en politique, je n'ai plus rien eu. Non. Non. Tout l'argent va en politique, c'est terrible. Non, mais oui. Comment l'avez-vous? Tu construis petit à petit. L'idée, le plus dur dans le bâtiment, quand tu veux construire, la vérité, c'est d'avoir le terrain. Une fois que tu as le terrain, tes petites recettes, tous les jours, tu peux mettre un peu d'argent, et tu construis. Moi, j'ai fait le premier niveau. Ça m'a pris au moins 1 an ou 2 ans, peut-être, avant de pouvoir continuer. Vous voyez. Donc, c'est ça, c'est aussi ça. Mais c'est doucement qu'on fait son bout de chemin. C'est doucement. Les gens voient seulement le boom, ils ne voient pas comment tu as commencé. D'accord. Alors, Nora, on est pratiquement à la fin. 2025, c'est l'année électorale. Oui. Si vous avez un message en cette veille de fin de... Tout à fait. Alors, un message... De fin d'émission, vous allez regarder la caméra et vous allez prendre tous les engagements que vous voulez face à la jeunesse qui va certainement entériner et qui sait peut-être vous suivre pas pour voir si l'engagement que vous prenez sera respecté. Pour commencer, je voudrais d'abord rassurer les Camerounais qui se disent qu'il faudrait qu'il y ait une coalition justement pour qu'on puisse gagner. Je vous assure que nous sommes très ouverts à l'idée de coalition. Il y a des démarches qui sont faites déjà pour pouvoir rencontrer les différents présidents, pour pouvoir voir quelles sont les volontés et voir comment peut-être on pourra présenter donc cette candidature, soit de candidats majeurs, comme j'ai dit, ça veut dire 3 ou 4 partis juste, ou alors une candidature unique. On est très ouvert au niveau du PCRN, donc ça c'est juste pour vous rassurer. Maintenant aux jeunes qui me regardent, toi-même tu connais ta situation. Toi-même, tu sais ce que tu vis. Toi-même, tu connais ta souffrance, celle de ta mère, de ton père, ta soeur. Tu connais tes responsabilités. Cette année est une ultime chance de changement. C'est une ultime chance d'apporter l'alternance dans notre pays, de changer sérieusement ce qui se passe, d'améliorer nos conditions de vie, d'avoir un Cameroun meilleur, prospère, qui pense à la jeunesse, qui promeut la jeunesse, cette jeunesse qui est le fer de lance. Mais aussi un Cameroun qui embrasse tout et tous. Un Cameroun sans ségrégation, un Cameroun uni. Et ça va passer par les urnes. 2025, c'est l'année où tout peut basculer. Et vous avez le pouvoir, parce qu'en vérité, c'est vous qui avez le pouvoir. Aujourd'hui, on le sait, vous le savez, on vous le dit juste à titre de rappel, mais vous êtes très conscients. Ceux qui ont 21 ans, allez prendre vos cartes, inscrivez-vous sur les listes et participez au processus de vote cette année.
décider de qui va vous gouverner. En ce qui me concerne, moi j'ai choisi le président Cabral Libye parce que j'estime que c'est le meilleur choix. C'est le choix jeune. C'est un parti qui permet à tout le monde de se retrouver et d'avoir sa place. C'est rare de nos jours. Un parti qui embrasse tout le monde, du nord, de l'est, du sud. Nous sommes l'un des rares partis qui ont des élus qui viennent de partout. Ça vous montre déjà l'esprit du parti, du PCRN. Je pense que c'est le meilleur choix. J'espère que ce sera également votre choix. Mais c'est pas tout. N'oubliez pas également que vous avez un devoir vis-à-vis de vous-même. Et là, c'est vraiment la femme entrepreneur qui vous parle. Faites ce qu'il faut pour pouvoir briller. C'est possible. Et dans la vie, il faut choisir d'être des acteurs et non pas des spectateurs. Prenez votre vie en main. Prenez votre destinée en main. Si vous avez besoin d'un coup de main, je suis là, je peux vous aider. Moi, mes collègues, ainsi de suite. Je peux vous apporter de la lumière. Vraiment, n'hésitez pas. Je suis votre élu et je suis là. Merci, Nora. Merci infiniment pour cet échange que nous avons eu en pratiquement 90 minutes. Merci de nous avoir accordé ce retour dans votre vie médiatique. Merci. Mais également publique, oui, à travers la télévision traditionnelle. Bon retour, bonne suite dans vos activités. On va évidemment regarder tout cet engagement de près. Merci beaucoup. Et si je peux ajouter une dernière chose, désolé, hein, j'ai dit c'est mon premier plateau depuis très longtemps. Je vous le permets, je vous l'accorde. C'est un message, c'est très important pour moi. On est dans une année électorale. Il faudrait que le chef de l'État libère les prisonniers politiques. Apportez de la paix, Monsieur le Président de la République. Libérez tous ces prisonniers-là. Apportez-nous la paix qu'il nous faut dans notre pays. Bonsoir, bon dimanche. Demain c'est lundi. D'emblée, je vous souhaite un bon début de semaine et aussi bonne fête de la jeunesse. Rappelez-vous, demain à 20h, 19h, on aura un plateau spécial pour les jeunes dans le cadre de l'adresse à la nation du président de la République. Bonsoir et à demain. Vous avez donc très bien écouté cette face-à-face de Fossing plutôt, Nouran, qui était donc en face pour cette présentation de la réélection de M. Biya. Qu'est-ce qui va donc se passer avec l'un des opposants togolais qui a donc mis main pour la candidature de M. Paul Biya? Vous le savez donc très bien que cela devient donc politique avec des États d'Afrique de l'AES comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali. D'autres sont fâchés que depuis 82 jusqu'à l'heure actuelle, ça fait déjà pratiquement 42 ans au pouvoir. Nous avons rien qu'un seul président africain qui ne veut donc plus, qui ne veut jamais le changement des Camerounais. Mes amis, vous le voyez donc très bien que nous attendons le discours pour ceux qui ne connaissent donc pas. Dans quelques instants ou dans quelques minutes, nous allons donc faire entrer des analystes pour donc nous décrypter cette édition donc de Bienvenue pour cette mi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne sais donc pas si c'est la mi-matinée, je ne sais donc pas quelle période fréquente vous vous trouvez. Donc, n'oubliez donc pas de vous abonner, de liker, de partager sur cette édition spéciale depuis ce centre donc de production ici donc au Burkina Faso. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition spéciale depuis ce centre de production. Bao!